Salut, bienvenue à cette édition du Lab Secret. Christian Éric qui vous accueille pour une 9e fois. Pensez-ce qu'on allait se rendre là? Non, je pensais pas ça. Au début, c'était des appels. On en fait-tu un juste pour voir? Un test. Ouais, c'est ça, un test. On va faire un test. On est rendu à 9. On est rendu, je te l'annonce, à 1400 personnes qui nous suivent à chaque semaine de façon assidue. Et on est rendu à pas loin de 15 ou 20 000 views sur toutes les émissions jusqu'à maintenant. Wow, c'est bien. Je suis vraiment... Et naturellement, merci à vous pour ça, parce que c'est grâce à vous. On a une communauté de gens qui nous écoutent qui sont non seulement curieux, mais polis. Si tu as le temps, là, on va faire un tour sur la page. 100 des commentaires sont polis. Et tous ces gens-là qui nous écoutent ont juste envie d'en savoir plus. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Merci encore d'être là. Je suis content que ça ait pris cette tournure-là parce qu'au départ, tu te rappelles, je t'avais dit, dans la communauté des gens qui s'intéressent au paranormal, c'est sûr que la majorité des gens sont agréables, sont gentils, ça va. Mais il y a toute une communauté, une petite communauté malheureusement, mais assez serrée de gens qui, effectivement... il ne faut pas les prendre à rebrousse-poix. Ouais, il y en a qui sont pris en grippe aussi. Oh, absolument. Ça. Honnêtement, avec le temps, moi, je te dirais sans raison valable. Maintenant que je te connais, là, mais moi, j'ai du fun avec le bonhomme, mais c'est juste parce que tu soulèves souvent des questions auxquelles les gens, des fois, ne veulent pas répondre. Oui, ben tu sais, il y a un moment donné, quelqu'un a fait une remarque qui dit, tu sais, Christian Page, t'es un peu comme le bonhomme 7 heures. Tu as des gens qui sont là, par exemple, ils chassent les fantômes. Et ils ont leurs croyances, ils utilisent des équipements, puis là, bien évidemment, ils ont un discours. Puis toi, tu arrives, tu lui dis vos croyances reposent sur à peu près rien, vos équipements, ça ne marche pas, puis ce que vous racontez, c'est n'importe quoi. Bien, évidemment, ces gens-là vont te prendre immédiatement en grippe. Là, si tu remets en question continuellement ou fondamentalement le principe même, en fait, la raison d'être de leur hobby. C'est quoi qui te dérange le plus? Moi, en fait, et ça, on dirait que le discours passe mal. Hein? Moi, j'ai pas de problème avec les gens ont l'impression que je veux livrer une guerre acharnée contre les chasseurs de fantômes. C'est pas là mon problème. Mon problème, c'est quand c'est dans le discours, en fait. Si les chasseurs de fantômes, comme n'importe qui, les gens qui s'intéressent aux ovnis, c'est vrai aussi pour eux, si ces gens-là disaient ce que nous faisons, c'est un hobby, on a du plaisir, moi, je fais des puzzles, moi, quand j'ai dit. Quand j'ai un hobby, je fais des puzzles. Mais faire des puzzles, c'est pas de la science. Je fais pas de la science parce que je fais des puzzles. Bon, c'est un peu ça la problématique avec les gens qui s'intéressent aux ovnis ou les gens qui s'intéressent aux fantômes. C'est que le discours dérape assez rapidement. Ces gens-là ont des prétentions. Nous faisons de la science. Si ces gens-là disaient on visite des lieux hantés, on a du fun, on croit aux fantômes, la croyance, elle est légitime, j'ai pas de problème avec ça. On va là, on a des équipements, on interprète ce que nos équipements nous disent, et on aime ça, on a du plaisir. Moi, j'ai absolument aucun problème avec ça, que ce soit pour chasser des fantômes, que ce soit les ovnis, le monstre du Loch Ness, le monstre du lac Memphremagog. Parce qu'il y a un paquet de phénomènes paranormaux qui sont non explicables, et tu es le premier à dire que ça existe, des phénomènes paranormaux. Absolument. Donc, moi, j'ai pas de difficulté avec ça, mais quand ces gens-là se donnent des airs, vont diaboliser le milieu scientifique en disant ces gens-là ne comprennent pas, ils ne sont pas là. Donc, la science devient ton ennemi. Mais ces gens-là récupèrent le discours scientifique en disant nous faisons, nous, de la science, alors qu'ils ne respectent aucun protocole scientifique. Ils ont absolument aucune... La plupart de ces gens-là n'ont aucune formation académique ou scientifique. Comme ils n'en ont pas, bien sûr, ils vont diaboliser les milieux académiques. Et ensuite de ça, ils ont un sentiment de faire de la science parce qu'ils utilisent des appareils ou des équipements. Et là, je vais utiliser une image forte, mais tu sais, dans les médias, c'est toujours ça. On utilise un canon pour tuer une mouche. Je dis souvent, si tu aurais beau donner une calculatrice à un chimpanzé, tu n'en feras pas un mathématicien pour autant. Non. C'est pas parce que tu as un marteau dans tes mains que tu es devenu architecte ou entrepreneur. Tu sais, c'est un peu ça la problématique. Ces gens-là utilisent des appareils qui, on sait, à peu près aujourd'hui, ne fonctionnent pas, à tout le moins pas dans le sens qu'eux voudraient que ça fonctionne. Parce qu'on est d'accord, un détecteur de champs magnétiques détecte des champs magnétiques. C'est ça. En fait, ils fonctionnent tous bien. Ils font ce qu'ils doivent faire. Voilà. Mais ils ne font pas ce qu'eux prétendent qu'ils font. Je comprends. Et les lectures qu'ils en font, bien sûr, sont erronées et ne servent dans bien des cas qu'à valider leurs croyances. OK. Donc ça, c'est un petit peu... c'est un peu ce discours-là. À partir du moment où ces gens-là avaient un discours, disons, plus terre-à-terre, en disant, attention, c'est pas de la science, on le reconnaît, c'est pas de la science, on a du plaisir, on a du fun, on se réunit en groupe, on se fait des peurs, on aime ça, c'est le fun. C'est quoi, je vais même ramener les gens sur l'expérience que tu as toi-même vécue. Parce que toi, tu m'as raconté que tu avais été pris au sol quand tu avais amené dans un champ, que tu entendais des voix. Moi, j'étais là, puis j'écoutais, je fais « Waouh, il a vraiment vécu ça. » Et c'est toi-même qui es venu mettre un peu de caca dans mon bonheur en disant « Mais les paroles que j'ai entendues, je les avais entendues dans un film auparavant. » Parce que je les ai vraiment entendues. Et venant d'un gars qui l'a vécu,
Je trouvais ça cool. Ouais. Puis il y a aussi, dans le discours, ces gens-là disent toujours « nous voulons des réponses hein, ». Nous, on cherche des réponses. C'est assez étonnant aussi parce que des réponses, on en a. Faut pas se le cacher, Éric, on en a des réponses. Ouais. Depuis les 20 dernières années, par exemple, il y a plein de chercheurs dans le domaine des neurosciences qui ont trouvé des trucs étonnants sur comment notre cerveau crée lui-même des biais cognitifs qui nous amènent à croire qu'il y a des fantômes. On sait maintenant, il y a des travaux qui ont été menés par des physiciens qui montrent que des conditions environnementales peuvent fausser notre perception de l'environnement et nous amener à croire qu'on est entouré d'entités invisibles. On a des réponses. C'est ça. Mais ces réponses-là, les chasseurs de fantômes ne les veulent pas. Fait que quand ils nous disent « on veut des réponses », c'est pas vrai. On les a, les réponses. On a des réponses à plusieurs... Pas à tout, on n'explique pas tout, mais on a des réponses. Mais ils veulent pas les entendre, ces réponses-là. Parce que ces réponses-là ne vont pas dans le sens qu'ils voudraient qu'elles aillent. Hein, ces gens-là veulent des réponses, mais les réponses doivent obligatoirement dire l'au-delà existe et les revenants sont des entités désincarnées. Valider leur travail. Voilà, valider leur travail, valider leurs croyances. Et toute réponse qui ne va pas dans ce sens-là n'est pas une réponse. C'est une réponse à tout le monde que je ne veux pas entendre. Alors malheureusement, c'est un peu un retour, c'est toujours un retour à la case départ avec eux. Alors que moi, ma motivation, je tiens pas à ce que j'y tiens pas mordicus à ce que l'au-delà existe ou que les revenants existent. Ce que je veux, c'est une réponse. Ouais. Puis si la réponse, c'est que finalement, il n'y en a pas d'au-delà. Les fantômes n'existent pas. Ce sont des biais cognitifs que notre cerveau invente. Ben soit, je suis très satisfait de ça. Puis si on me dit que l'au-delà existe, ben, tant mieux, parce que si l'au-delà existe, je suis comme n'importe qui. Ben, ça veut dire qu'on aura des preuves. C'est qu'on aura des preuves, mais je suis comme n'importe qui. Croire en l'au-delà, ce n'est pas une preuve scientifique, c'est un espoir, tu comprends? J'aimerais, moi aussi, croire que l'au-delà existe. J'aimerais croire qu'il y a une vie après la mort. Mais les gens ont besoin de croire, Oui, Christian. et j'aimerais croire que mes proches disparus sont là autour de moi, puis qu'ils veillent sur moi, puis ils me conseillent, que mon grand-père de l'au-delà me dit « Vas-y, mon Christian ». Mais ça, c'est de l'espoir, c'est pas de la science, ça. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire à un moment donné une distinction entre mon besoin de croire à quelque chose qui me rassure, qui me fait du bien, versus le discours de la science qui dit « Attention, on en a des preuves, on est capable de reproduire ça en laboratoire. » Je m'amuse d'ailleurs à dire le plus grand chasseur de fantômes de tous les temps, il s'appelle Olaf Blanc. Ah ben oui. Et il n'a probablement jamais mis les pieds dans une seule maison hantée de toute sa vie. Ne le cherchez pas à l'asile abandonné de Sainte-Clotilde. Ce type-là arpente les corridors du département de recherche en neurosciences de l'École fédérale de Lausanne en Suisse. Et ce type-là, au cours des 20 dernières années, a fait un travail remarquable sur les sorties hors corps, la vision en 3D que notre cerveau imagine de lui-même dans des conditions pour lequel le cerveau a un petit peu de la difficulté à se situer. Il a même créé, il y a 2 ans, des fantômes en laboratoire. C'est incroyable. Incroyable. Avec... Colligé, documenté. Voilà. Donc, ce sont des expériences qu'on peut refaire à satiété, n'importe quel laboratoire, replace des sujets dans les mêmes conditions, avec les mêmes biais, et ces gens-là vont avoir à peu près les mêmes interprétations de l'environnement, de leur environnement, avec création de stimuli qui sont complètement faussés. On aura l'occasion un jour d'en parler. Sûrement. D'ailleurs, posons des questions auxquelles on a maintenant les réponses. C'est ce qu'on appelle le bloc nouvelle. Monsieur Page, cette semaine aux nouvelles, on parle de quoi? Ben, ma première nouvelle, c'est une nouvelle qui va sûrement plaire aux amateurs de cryptozoologie. Rappelons ce que c'est. Donc, la cryptozoologie, c'est la recherche d'animaux inconnus de la science. Okay. Le monstre du Loch Ness, le Yeti, Sasquatch, Bigfoot, qu'on a parlé. Donc, cette semaine, en fait, ma nouvelle commence par... Il s'agit, en fait, d'une annonce qui a été faite la semaine dernière par 2 compagnies écossaises dont le travail consiste à poser des câbles sous-marins, des câbles océaniques. Okay. Et ces gens-là se trouvaient pas tellement loin de l'Écosse. Donc, l'Écosse, monstre du Loch Ness, on voit un peu le tableau. Donc, ces gens-là en sont à poser des câbles sous-marins. Et puis, voilà que, évidemment, pour documenter le fond océanique, on utilise des sonars. Et là, ils ont capté les échos sonars qui leur ont renvoyé l'image d'un sous-marin. Donc, on va voir quelques images. C'est un sous-marin, c'est un U-boat. On voit ici à quoi ressemblaient les U-boats. Et ce U-boat-là serait le U-85. On va comprendre. Tu vas voir que un U-boat, c'est un U-boat. C'est pas la première fois que dans la recherche sous-marine, on découvre une épave. Mais le U-85 tient une place très particulière dans l'imaginaire des amateurs de cryptozoologie. Tu vas comprendre. Donc,
les officiels qui travaillaient à ce câblage sous-marin annoncent on a trouvé, d'après nos échos sonores, on a trouvé un sous-marin, un U-boat allemand. Il s'agirait, selon les registres, fort probablement du U-85. Et étonnamment, le sous-marin semble être en très bon état. Donc, on regarde les images sonores qui ont été envoyées. Le sous-marin repose sur son fond, sur sa quille, si on peut dire. Le château est bien monté sur le dessus du sous-marin. Le sous-marin est d'une seule pièce, apparemment intact, et il repose à quelques centaines de mètres de profondeur. Donc, déjà là, c'est intéressant sur le plan historique. Mais pourquoi est-ce que le U-85 intéresse tant les amateurs de cryptozoologie? Parce que son histoire est très particulière. Donc, je te replace un peu dans le contexte. On est à la fin du mois d'avril de 1918. En fait, on est le 30 avril 1918. Et voilà qu'un patrouilleur britannique navigue au large de l'Écosse et aperçoit ce sous-marin dans la petite brume matinale. Okay. Il aperçoit ce sous-marin qui navigue en surface avec les hommes d'équipage dans la partie montée, la voile ou le château là, sur le sous-marin. Okay, oui. Donc, ils aperçoivent ces gens-là. Et là, évidemment, il y a un coup de semonce qui est lancé et on s'attend, bien sûr, on identifie immédiatement un sous-marin allemand. On s'attend à ce que le sous-marin plonge ou s'éloigne. Non. Le sous-marin, l'équipage se rend sans opposer la moindre résistance. Il y a donc le sous-marin est accosté. On transfère l'équipage du sous-marin allemand sur le navire britannique. Okay. Les Britanniques montent à bord du sous-marin, font le tour, le tour du sous-marin, récupèrent des documents névralgiques et ensuite, ils vont remplir les ballastes du sous-marin en laissant les écoutilles ouvertes pour le coude. Okay. Alors là... du bon monde. Là. Du bon monde. Donc, jusque-là, pas trop de problème. Donc, on revient avec l'équipage allemande. On revient en Angleterre. Et là, évidemment, cet équipage-là est interrogé. Et là, voilà que le capitaine du sous-marin allemand va raconter une histoire incroyable. Pourquoi n'a-t-il pas tenté de fuir? Pourquoi n'a-t-il pas tenté de plonger pour échapper à ses poursuivants britanniques? Et la réponse de Gunther Kretsch... Hein? C'est le nom. Gunther Kretsch, okay, c'est le nom du capitaine du navire. Quand ton nom a l'air d'un onomatopée, peut-être le temps de changer. Et Gunther Kretsch, on a une photo de notre ami Gunther Kretsch que l'on voit ici. Donc, il raconte une histoire qui est assez incroyable. Il va expliquer aux troupes britanniques, aux agents britanniques, il va dire « Je n'ai pas tenté de fuir, ni moi ni mon équipage, nous n'avons pas tenté de plonger, parce qu'on savait que le sous-marin était devenu moribond. Okay. Moribond, pourquoi? Parce que dans la nuit, donc quelques heures avant d'être accosté par les Britanniques, le sous-marin, le U-85, aurait été attaqué par un monstre marin. Pam, pam, pam. C'est ce que raconte Gunther Kretsch. Donc, il dit, voilà qu'un animal filiforme, en forme de serpent, serait sorti de la mer, se serait enroulé à la proue du sous-marin et là, battait de sa tête sur le dessus du pont du sous-marin. Mais attends, dans un sous-marin, t'as pas de hublot, tu vois pas à l'extérieur? Non, le sous-marin était à l'extérieur à ce moment-là. Okay. Le sous-marin naviguait à l'extérieur de nuit pour recharger ses batteries et c'est là qu'il aurait été attaqué par le fameux monstre marin. Et on a même d'ailleurs une très belle reconstitution d'image. Hey. Donc, un animal filiforme qui sort de la mer. En papier mâché. et va s'enrouler sur la partie avant du sous-marin. Gunther Kretsch raconte, il dit, l'animal ressemblait à un immense serpent. On pouvait voir ses yeux gigantesques. On pouvait voir ses dents. On fait lire le journal sur ses dents. C'est en papier mâché, c'est sûr. Et lorsqu'il abattait sa tête sur le dessus du pont du navire, et tout le sous-marin était remué comme un vulgaire jouet. À un point tel que Gunther Kretsch raconte que l'équipage, à un moment donné, se sont réunis sur le pont avant et ils ont dégainé leur arme de poing pour faire feu sur l'animal en question, qui finalement... Oui, les petits-enfants. Alors, mes petits amis, les sceptiques seront confondus. C'était un animal. Oh, le pire, d'ailleurs. Excuse-moi. Hey, André-Philippe Gagnon, t'es pas veille de perdre ta job, mon chum. C'était mauvais. On garde ça ou on l'enlève, s'il vous plaît? OK, continue. Et là, ils ont déchargé leur arme à feu sur l'animal qui a replongé à la mer. Mais Gunther Kretsch ajoute qu'à partir de ce moment-là, en faisant une inspection de la partie avant du sous-marin, elle a remarqué que certains
certaines plaques de métal avaient été sévèrement endommagées et il craignait même que certaines écoutilles à l'avant du sous-marin avaient perdu leur étanchéité. OK. Tant et si bien que de replonger avec le sous-marin, il craignait que l'étanchéité du navire soit compromise et qu'il aurait coulé avec son équipage. OK. D'où la raison que lorsqu'ils ont été accostés par les Britanniques, on va voir d'ailleurs le bateau d'accostement de HMS, là, le navire britannique, qui a accosté l'équipage allemand. C'est un bateau de battleship. Bateau britannique de la Première Guerre mondiale. Ouais. Et donc, c'est la raison pour laquelle, quand ils ont vu apparaître le navire britannique devant eux, c'était le HMS Kouroupopsis, quelque chose comme ça. Et quand le bateau les a accostés, écoute, ils se sont rendus sans poser d'opposition. Alors, évidemment, pour les amateurs de cryptozoologie, maintenant qu'on a localisé l'épave du U-85, l'idée, comme elle repose à quelques centaines de mètres de profondeur, donc accessible, Ouais. il est possible, en tout cas, on a l'espoir de pouvoir y descendre avec un sous-marin, un submersible, de pouvoir évaluer la partie avant du navire en question et voir ce que le récit de Gunther Kretsch était-il une fabulation ou une réalité. On aurait pu trouver des marques, on aurait pu trouver Des marques, de l'ADN peut-être, non? Une dent, peut-être, ou la Oui. marque d'une dent, en tout cas. Et rien de ça? Ben, on n'est pas descendu au sous-marin. Là, on OK. l'a localisé, donc OK. on a cet espoir-là qui peut-être se fera au cours des prochains mois ou des prochaines années. Donc, Très mais à hâte tout le de moins, voir maintenant, on sait où se trouve le U-85. Tu vas aimer ma nouvelle d'aujourd'hui parce que tu me connais à quel point j'aime la technologie. Oui. C'est en rapport avec la technologie, mais c'est un produit qui pourrait, d'après moi, changer l'histoire. Le cours de l'histoire à venir ou même le cours de l'histoire passée. Tu connais la compagnie Adobe? Oui. Ceux qui ont fait Photoshop, entre Oui, autres. absolument. Et ils vont présenter bientôt Voco. Et selon eux, ça serait le nouveau Photoshop de l'audio. Donc, tu pourrais, avec un fichier audio, prendre n'importe quelle partie, même inventer des parties en écrivant un texte en dessous. Le texte serait... en fait, ça existe déjà, ça s'appelle du text-to-speech. Tu peux déjà faire ça en ligne. C'est écrit text-to-speech sur Google. Tu peux écrire n'importe quelle phrase et il y a une syntaxe qui sera dite par une voix quelconque. Mais Ouais, là, parce qu'on a plusieurs vidéos où Oui. on a comme une voix mécanique qui parle c'est un ça. peu. Là. Ça paraît toujours un peu. Moi qui fais beaucoup de spots, exemple, si je suis en train de faire une voix sur un spot, je m'en vais, puis le client fait comme ce mot-là, finalement, on ne le prendra pas, il faudrait le changer par un autre mot. Je suis obligé de revenir. Ça pourrait maintenant être révolu, cette période-là, grâce à Adobe Voco. Voici un petit exemple. I jumped on the bed and I kissed my dogs and my wife in that order. Alors ça, c'est la phrase de base qu'on va utiliser. J'ai embrassé mon chien, mes chiens et ma femme. Alors, ce que le gars va faire, tout simplement, lorsque tu ouvres Voco, ça va écrire le texte en dessous. Il va prendre des bouts de mots, va les changer. Donc, va interchanger wife et dog pour qu'il embrasse sa femme avant le chien. On écoute. And I kissed my wife and my dogs. Jusqu'à maintenant, rien d'extraordinaire. On peut faire ça en audio, c'est assez simple. Maintenant, il va changer ça pour Jordan, a embrassé. Jamais on n'a parlé de Jordan depuis Non, le début. absolument. Il va remplacer le mot wife par Jordan. Écoute ça. And here we go. And I kissed Jordan and my dogs. I kissed Jordan and my dogs. Et il peut même jusqu'à inventer une phrase où il va dire que Jordan a embrassé les chiens 3 fois. Jamais on a entendu 3 times, jamais on a entendu Jordan. Et pourtant, en l'écrivant dans le bas de l'écran, le logiciel le comprend et fait une syntaxe de voix exactement comme celui qui était là auparavant. Okay, so we remove those words and we do 3 times. Oh! And playback. And I kissed Jordan 3 times. Alors, il n'a jamais dit I kissed Jordan 3 times. Alors, c'est très drôle, mais est-ce que tu peux voir les utilisations dans l'histoire? Ben, en fait, c'est sûr que à la fois, ça peut être utile, mais tu comprends qu'on peut faire dire n'importe quoi à Effectivement. n'importe qui. Même en cours, tu pourrais prendre un document déjà existant et changer, et dire écoutez, j'ai un enregistrement audio, notre client a bel et bien dit ça, prendre un vieux discours de John F. Kennedy, lui faire dire quelque chose qu'il n'a jamais dit et dire qu'on a retrouvé un vieux ruban. Les applications sont multiples, les crosseurs seront multiples quand ça va sortir, c'est sûr. Parce et que ce qui certain. va devenir difficile, parce que même dans le domaine, on voit un peu, c'est un peu le transfert de la. Je pourrais comparer ça à la photo argentique versus la photo numérique. Oui. C'est-à-dire que tu comprends, lorsqu'il y avait, à l'époque de la photo argentique, c'était plus difficile de faire un trucage. Ouais. Donc, on regardait, est-ce qu'on pouvait avoir le négatif original? Et à partir du négatif original, on pouvait évaluer, a-t-on retouché le négatif? Ouais. Maintenant, avec le numérique, c'est devenu de plus en plus difficile. Maintenant, on peut mettre un objet sur une image numérique, puis bon, finalement, on n'arrivera pas à déterminer
à moins de retourner à l'appareil photo lui-même, Ouais. la carte sur laquelle l'image a été enregistrée. Mais si on regarde que la photo elle-même, qu'on a le fichier photo, Ouais. ça devient quasi impossible de déterminer s'il y a Il y a des jeunes qui ont du falsification. talent Oui, sur Photoshop, absolument. c'est incroyable. Mais tu sais quoi, ce qu'on voit de Adobe Vocaux, c'est le genre de choses qui se fait un peu déjà quand on manipule la vidéo. J'ai pris au hasard des images et de l'audio que j'avais ici d'une personne que je connais, mettons toi, et j'ai modifié un peu pour que ça donne une phrase qui fait pas tellement de sens et qui pourtant se suit. Alors aujourd'hui, je vous parle de Chuck Berry. Ça, c'est très controversé parce qu'on se dit, jusqu'à maintenant, en Chine, c'est énorme. Wow! Est-ce que tu as déjà entendu parler du disque? Non. Alors, depuis 2013, la solution la plus simple est aujourd'hui le sergent Charles Halt. Donc, dans les années 70, moi, j'y suis allé à quelques reprises. C'est un peu la clé de l'énigme. Alors, on se dit, je dois être têteux. Oh! Alors, quand on regarde l'image, c'est plus clair qu'il y a eu du montage. Ouais. Mais si tu n'écoutes que l'audio, ta phrase est d'un seul bout, il n'y a aucune coupure. On s'en va vers ça, Christian. Tu pourras jamais me poursuivre, j'aurai toujours un audio contre toi. Ouais, c'est ça. Deuxième nouvelle pour toi. C'est quand même incroyable. Oui. Mais bon, espérons que mes détracteurs n'aient pas ce logiciel-là parce que, Non, non, crois-moi, non, c'est- on va me faire dire des bêtises. Mon autre nouvelle, écoute, tu sais, quand on parle de phénomènes étranges, mystérieux, tout ça, moi, ce qui me fascine beaucoup, et on va en parler d'ailleurs aujourd'hui avec notre sujet principal, Oui. j'aime beaucoup les énigmes historiques. Oui. Parce que les énigmes historiques, on a toujours un peu de la viande autour de l'os, comme on dit. Et l'événement, on sait que l'événement a eu lieu. Maintenant, il y a des éléments qui nous échappent, mais l'élément de base, il est authentique. Et l'histoire, ma deuxième nouvelle, elle concerne quelque chose que je connais bien. En 2008, j'ai tourné une série extraordinaire qui s'appelait « À la recherche des reliques saintes ». Je l'ai, j'ai le DVD. Donc, pendant plusieurs mois, avec une équipe de cinéastes, on est allé sur les routes du monde à essayer de retrouver des grandes reliques de la chrétienté. Ça n'a pas été fait dans un cadre religieux, je tiens à le préciser tout de suite. C'était vraiment une approche qui était historique. Est-ce qu'il y a réellement quelque part dans une église, dans un monastère, une tunique qui a appartenu au Christ? Est-ce qu'on a réellement la couronne d'épines? Est-ce qu'on a vraiment des clous de la crucifixion? Est-ce qu'on a réellement des morceaux de la croix? Et comment on peut remonter aux sources? Est-ce qu'on peut établir de manière certaine que ces artefacts ont bel et bien fait partie de l'histoire à laquelle on les Donc, associe? ce que tu veux savoir, c'est est-ce que Jésus a vraiment existé? Est-ce qu'il a fait tous ces miracles? On ne le sait pas, mais est-ce que le gars a vraiment existé? Ah, c'est ça. Donc, dans le cas de l'existence du personnage de Jésus, c'est à peu près établi en science que le personnage a sûrement existé. Maintenant, était-il le Fils de Dieu? Là, on tombe dans le domaine de la foi. C'est Ouais. autre chose. Mais je me rappelle même, je suis allé au sommet du mont Ararat en Turquie dans l'espoir de trouver l'arche de Noé Et? sur un glacier et j'ai trouvé le froid. Mais je n'ai pas trouvé l'arche. Mais enfin, donc, c'est un peu le cadre de cette série à la recherche des reliques saintes. Et dans cette démarche, évidemment, l'un des objets, un incontournable, c'était l'histoire commence avec, bien sûr, Jésus de Nazareth, sa mort, sa crucifixion et tout ce qui s'ensuit. Et ma nouvelle d'aujourd'hui, évidemment, elle est très importante dans le cadre d'une recherche scientifique et historique. OK. Alors, comment ça concerne la tombe de Jésus. Donc, d'abord, pour se mettre dans le ton, regardons un peu l'image. En fait, tout le monde a une image à quoi pouvait ressembler la tombe de Jésus Oui. selon la version des évangiles et selon la version d'Hollywood. Hein? Oui, Donc, de Franco Zeffirelli. Zeffirelli. Donc, Ouais. Jésus, après sa mort, aurait été placé dans un tombeau qui était une espèce de caverne creusée à même une petite colline. Tombeau qui aurait appartenu à Joseph d'Arimathie, qu'on aurait donné à Jésus. Et le corps de Jésus a été placé à l'intérieur, sur une pierre. Il a été nettoyé, lavé, entouré de linge. Et ensuite, on a poussé cette pierre ronde devant l'entrée du tombeau. Et c'est de ce tombeau, 3 jours plus tard, qu'il est ressorti, Ouais. si on croit à la résurrection. Ça, c'est la version que nous donnent les évangiles. Dans la réalité, le tombeau de Jésus ne ressemble pas du tout à cela. Et en fait, c'est même difficile de l'imaginer. Alors, je t'invite à visiter la basilique du Saint-Sépulcre. En fait, l'église du Saint-Sépulcre, elle se trouve dans l'ancienne ville de Jérusalem. On va entrer à l'intérieur. Et voilà que dans une espèce de rotonde, il y a un petit monument, une petite chapelle qu'on appelle l'édicule. Et dans cet édicule, c'est là que se trouvait autrefois la tombe de Jésus. Donc, imaginons, on a enlevé toute la caverne autour, mais on a gardé l'intérieur. OK. Donc, on va entrer dans cet édicule maintenant. La première partie est une sorte de vestibule qu'on appelle la pièce de l'ange. C'est dans cette partie que l'ange serait apparu à Marie-Madeleine pour lui dire « Cherchez chez les vivants celui qui était chez les morts ».
Et ensuite, on a une sorte de corridor qui nous amène dans la partie profonde de la tombe. Et là, on trouve une dalle en marbre sur laquelle, dit-on, on aurait placé le corps de Jésus, qu'on aurait lavé, etc. C'est un endroit excessivement saint et je dois t'avouer... Tu dois ressentir quelque chose quand tu es là. Moi-même qui n'ai pas croyant, Ouais. écoute, entrer dans l'édicule, entrer dans la tombe de Jésus, c'était la supposée tombe de Jésus, là, on met toujours ça entre guillemets, c'est quand même remarquable. Il y a quelque chose là-dedans qui est assez étonnant. Mais ce fameux édicule, il est l'objet d'une controverse. D'abord, pour plusieurs raisons. Est-ce que c'est vraiment l'endroit où Jésus a été, si on accepte, Oui. partons du principe que l'on accepte l'historicité de Jésus, est-ce l'endroit où il a été mis au tombeau? Était-ce l'endroit du tombeau de Jésus? Il faut se rappeler qu'à l'époque, après la mort de Jésus, on sait que ce lieu-là, ou à peu près ce lieu-là, est devenu un objet de culte pour les premiers chrétiens. Oui. À un point tel que les Romains, parce que je te rappelle que Jérusalem était une ville occupée par les Romains, à un point tel que les Romains, à un moment donné, pour empêcher ce culte de la tombe de Jésus, ont construit un temple dédié à Vénus, pour empêcher que les chrétiens se réunissent sur ce lieu. Au même endroit que la tombe de Jésus. Au même endroit où se trouvait la tombe de Jésus. OK. Et puis voilà qu'aux alentours de l'an 300, avec l'avènement de Constantin, qui était très ouvert au christianisme, en fait, il n'a pas officialisé le christianisme, mais il va reconnaître la légitimité du christianisme. OK. Donc, c'est l'empereur romain. Et il va faire enlever le temple de Vénus et permettre qu'il y ait un culte qui soit donné à ce lieu que l'on dit être le lieu de la tombe de Jésus. Et puis voilà à ce moment-là, on va construire une première église sur le lieu. Cette église-là sera détruite. Elle va devenir l'objet de convoitises durant les fameuses croisades aux alentours de l'an 1000. Et puis, aux alentours de 1555, on va construire ce premier édicule, ce petit bâtiment, cette chapelle à l'intérieur de l'église qui est supposée conserver en son sein la tombe de Jésus. Et là, elle sera détruite, elle sera incendiée au début du 19e siècle. Vandalisée sûrement. Et là, tant et si bien qu'on ne sait plus exactement si l'édicule que l'on visite aujourd'hui est encore l'endroit où il y avait cette dévotion du Christ, l'endroit où on situait le tombeau de Jésus. Alors, depuis quelques semaines maintenant, l'Université d'Athènes, avec les autorités ecclésiastiques, parce qu'il faut savoir que déjà, l'Église du Saint-Sépulcre, elle pose un problème. Moi, j'y suis allé, y tourner, là, OK. tu ne peux pas t'imaginer. Hein. L'Église, elle est contrôlée à la fois par les Juifs orthodoxes, Oui. elle est contrôlée par les chrétiens, bien Oui. sûr, elle est par les musulmans également, parce que Jérusalem est une ville où il y a eu également Oui. Mahomet, il s'est développé également l'islam. Et il y a également, je crois que c'est les religions, les Juifs qui sont également... bon. C'est pas le Vatican qui t'avait aidé cette fois-là? Voilà. OK. C'était devenu tellement compliqué de tourner à l'intérieur du Oui. Saint-Sépulcre que finalement, on a dû se tourner vers le Vatican pour avoir un envoyé spécial du Vatican, parce que juste à côté de la vieille ville de Jérusalem, il y a l'Institut pontifical. Il y a un institut pontifical qui est là. Donc, évidemment, le Vatican a mandaté un envoyé spécial de l'Institut pontifical pour qu'il nous accompagne au Saint-Sépulcre pour permettre le tournage. Sinon, c'était impossible. Tu te fais la fameuse phrase de « je connais le portier ». Voilà, c'est à peu près ça. Donc, c'est tout à fait remarquable. Et là, voilà qu'avec toutes ces autorités-là, conjointement, et l'Université d'Athènes, des historiens, des archéologues de l'Université d'Athènes, on a entrepris de faire une restauration du fameux édicule, de cette fameuse tombe de Jésus. Et là, écoute, on le voit, il est complètement entouré, là, il est presque isolé. Voilà. Et là, il y a des chercheurs, pas des chercheurs, mais des ingénieurs, des archéologues, des historiens, des architectes qui travaillent à la restauration de l'édifice. On les voit d'ailleurs à l'intérieur de ce fameux édicule. Et en déplaçant des pièces de marbre, ils ont découvert en dessous d'autres pièces de marbre marquées, par exemple, de croix, qui datent visiblement de l'an 1000 à peu près, à l'époque des fameuses croisades. Et cette information-là, elle est nouvelle et elle est extraordinaire parce qu'elle montre bien que malgré les affres du temps, malgré le fait que l'édicule a été incendié, qu'il a été détruit, vandalisé, on a quand même conservé de manière très exacte l'endroit où s'était développé le culte de Jésus, de la tombe de Jésus. Donc, aujourd'hui, les gens qui entreprennent des pèlerinages à Jérusalem, qui visitent l'édicule, pouvaient être assurés que c'est bel et bien à cet endroit qui, depuis maintenant 2000 ans, la tradition voudrait que se trouvait la tombe de Jésus.
tu me rends jaloux. Parce que je suis certain que d'aller faire un tour, il se passe quelque chose en dedans de toi. Il se passe... Que tu crois ou pas, là, Ouais. je suis certain qu'il se passe de quoi. Écoute, dans cette fameuse église du Saint-Sépulcre, ce qui m'avait frappé, une des choses qui m'a frappé, on a tous vu des films de Jésus depuis notre enfance. Oui. Et on a l'impression, on voit comme Jésus qui sort après s'être fait condamner, il sort traînant sa croix, va jusqu'au Golgotha, où il est crucifié. Ensuite, on l'enlève de la croix et on l'apporte au tombeau. Et là, on a l'impression que tous ces lieux-là sont très éloignés. Bien, crois-le ou non, tous ces lieux-là tiennent dans un quadrilatère de 500 mètres. Et tous ces lieux-là sont à l'intérieur de l'église du Saint-Sépulcre. Ah! Donc, tu es à un bout de l'église du Saint-Sépulcre, tu montes un escalier, et là, tu te retrouves, il y a comme une sorte de petit hôtel, tu t'avances agenouillé là, et tu peux mettre ta main dans un trou et toucher le rocher du Golgotha. Donc, là où était plantée la croix de Jésus. Donc, tu te mets la main dans ce petit trou-là et tu touches un rocher. Tu dis, waouh, ça, c'était le Golgotha. Et là, tu descends cet escalier-là, tu t'en vas dans la rotonde et là se trouve l'édicule où se trouve la tombe de Jésus. Ça doit être hallucinant. Et un peu plus loin, toujours la même église, un peu plus loin, il y a une autre pièce. Et c'est là, apparemment, que la mère de Constantin, Hélène, aurait trouvé les morceaux de la croix. Donc, tout ça se trouve dans la même église. C'est hallucinant. Et écoute, une des choses qui m'avait frappé, c'est justement à l'endroit, il y a une sorte de petite pièce qu'on appelle la chambre d'Hélène. C'est là qu'on dit, selon la tradition, que Hélène, la mère de Constantin, aurait trouvé des morceaux de la croix. Quand on entre dans cette pièce-là, ce qui m'avait frappé, c'est sur le côté de la porte, on a une sorte de voûte, et sur le côté de la porte, il y a des croix gravées, qui ont été gravées, ciselées dans la pierre, des croix qui ont été ciselées par les Templiers. Donc, OK. Tu il y es a là, plusieurs couches à cette histoire-là. Oui, c'est ça. Donc, tu es là dans cette pièce-là, tu regardes le mur, et là, tu te passes les doigts, et tu vois ces fameuses croix gravées dans la pierre, et tu te dis, il y a 1000 ans, c'est un soldat croisé qui a gravé cette croix-là dans la pierre. C'est quelque chose. Il y a des trucs là-dedans qui sont absolument hallucinants. Wow, c'est génial. absolument... En tout cas, je me le souhaite un jour. Ouais, parce que tu sais que ma blonde se fout un peu de ma gueule. À chaque année, à Pâques, j'écoute les 6 heures de Jésus de Nazareth de Franco Zeffirelli à chaque année depuis 30 ans. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. C'est la qualité du film, bien sûr l'histoire, naturellement. Je connais la fin. Mais il y a quelque chose dans ce film-là qui vient me chercher. Puis à chaque année, il faut que je passe 6 heures à écouter Jésus de Nazareth. Ça fait un peu aussi partie de notre culture judéo-chrétienne. On a grandi là-dessus. Et aussi Radio-Canada le présentait à chaque année quand on était jeune. Oui, c'est ça. À part qu'à chaque année, c'était à la TV. Il y a comme quelque chose. Puis bon, c'est quand même un lieu, c'est quand même des lieux qui... La question ici, n'est pas tant de savoir croyants ou non croyants. Non. Ce sont quand même des lieux qui ont marqué l'histoire. Oui, des endroits uniques. Des endroits uniques. Oui, carrément. Quand on entre dans Jérusalem et tu marches dans ces rues-là, on voit, en entrant, je me rappelle, tu rentres par la porte, la porte, je pense, la porte de David, et juste à côté, tu as le temple de David qui était le temple de Pilate. OK. Là, tu te promènes là-dedans, tu te dis, bon, c'est ici que Pilate se trouvait quand il a condamné Jésus. Il y a des trucs qui sont remarquables. Quand tu vas au rocher du dôme, ou le dôme du rocher, là, the Dome of the Rock, là, quand on regarde des images de Jérusalem, on voit ce grand dôme doré. Oui. Ce grand dôme doré, maintenant, est une mosquée. Mais tu sais qu'il est construit exactement à l'endroit où se trouvait le temple de Salomon. Et quand tu tournes, c'est magnifique, hein? Il est constitué, il est recouvert de toutes sortes d'une petite mosaïque. C'est comme de la porcelaine. C'est d'une beauté remarquable. Le travail artistique qui a été fait est remarquable. Et tu te promènes autour de cette mosquée. Et là, tu te dis, en dessous de cette mosquée se trouvaient les fondations du temple de Jérusalem, le temple de Salomon. Et si à en croire la tradition, peut-être que quelque part, dans une pièce cachée, se trouve l'Arche d'Alliance. Ah. Il y a comme, on est dans du Indiana Jones. C'est incroyable. C'est quand même extraordinaire. Ben, écoute, pour terminer le bloc des nouvelles, c'est malheureusement une mauvaise nouvelle avec laquelle on va terminer, mais c'est pas vraiment une mauvaise nouvelle. On vous a remercié tantôt pour ce que vous étiez pour nous, c'est-à-dire une gang de curieux qui, à chaque semaine, venaient sur notre site et tout ça. C'est le dernier épisode aujourd'hui, malheureusement, du Lab Secret. On s'était dit au début qu'on en ferait peut-être 3, 4. On est rendu à 9. C'est le temps qui nous rattrape dans ce cas-ci et non pas l'intérêt, parce que si c'était nous, on le ferait 2 fois par semaine. Exact. Par contre, les 3 buts ont été atteints, c'est-à-dire faire un projet commun pour avoir du plaisir, avoir une gang de curieux qui s'intéressent et qui veulent avoir des réponses à leurs questions et qui en posent également, ce que vous faites régulièrement, mais aussi obtenir un intérêt de la part de certaines personnes. On a eu des gens qui se sont intéressés à notre projet et si le Lab aujourd'hui s'arrête, c'est pour peut-être mieux renaître de ses cendres éventuellement. Entre-temps,
si vous aimez les sujets de Christian, si vous aimez le paranormal, je vous propose Insolite Express. T'es écrit, toi, dans Insolite Express à l'occasion. Hein? J'écris dans Insolite Express, mais surtout, ma plus grosse contribution, c'est que Insolite Express, qui est un site de nouvelles insolites. Donc, on retrouve là-dedans toutes sortes de trucs. Mais Insolite Express a également un canal YouTube, si je puis dire. Et parce que c'est vrai que à écouter mes détracteurs, je ne fais que l'émission de Benoît Dutrisac. Où je me moque du paranormal, mais en réalité, c'est assez amusant parce que mes détracteurs me jugent par cette émission de Benoît Dutrisac, qui est en réalité une petite chronique hebdomadaire de 20 minutes qui se veut volontairement comique, amusante, à la demande de Benoît Dutrisac. Exact. Ces gens-là oublient de mentionner que ça fait 40 ans que je m'intéresse au paranormal, 30 ans que je fais de l'investigation. J'ai écrit 6 livres sur les phénomènes paranormaux et exploits. J'ai produit plus de 100 heures de documentaires pour la télévision. Et quand je parle de télévision, je parle de réseaux broadcast. Là. C'est pas de la télévision communautaire. Là. Chaînes spécialisées surtout. Spécialisées. Et aux États-Unis. Et aux États-Unis. Court TV, INI, par exemple. Et au Québec, par exemple, Canal D, Historia, Z-Télé, qu'on pense, par exemple, à des séries comme Les Dossiers Mystères, qui est devenu presque une série culte. C'est moi qui ai conçu Dossiers Mystères, qui a écrit, scénarisé, réalisé. Toutes les entrevues avec tout le monde. Toutes les entrevues. Tu as travaillé, d'ailleurs, là-dessus. Il y avait d'excellents effets spéciaux sur Dossiers Mystères. Mais d'ailleurs, on peut les écouter, ces épisodes-là, sur le canal d'Insolite Express. Voilà. Donc, j'ai fait une série également sur les ovnis, plus de 13 heures sur les ovnis, qui s'appelait Enquête sur les ovnis. Force obscure également, à Z-Télé, à la recherche des reliques saintes, cette fameuse série dont on a parlé. Des séries judiciaires aussi, Les Enfants tueurs, Crime occulte. Ce sont toutes des séries que j'ai non seulement conçues, écrites, réalisées, recherchées. J'ai fait des entrevues également. Donc, toutes ces séries-là, ou la plupart d'entre elles, peuvent être maintenant visionnées par les gens sur le canal d'Insolite Express, le canal YouTube d'Insolite Express. Alors, les gens qui nous ont dit la semaine passée, puis ça m'arrachait le cœur, parce que je ne peux pas répondre cette semaine, il y a quelqu'un qui nous a dit « Vous êtes devenu mon podcast préféré. » Déjà, on est rentré dans leur routine. Bien, ce que vous pouvez faire maintenant, c'est aller vous chercher un épisode de Dossier Mystère, mettre ça à l'horaire. Et il y a tellement de matériel sur Insolite Express à lire et à voir qu'à partir du moment où vous aurez tout vu, d'après moi, on aura trouvé quelqu'un pour revenir en ondes. Oui, c'est ça. Souhaitons-le. En tout cas. Entre-temps, ben voilà, c'était nos nouvelles. Et cette semaine, c'est un dossier dont je t'ai déjà entendu parler, mais je pense que c'est un des dossiers pour lesquels on a le plus de matériel visuel, une histoire incroyable, Jack l'Éventreur. Je t'ai parlé un peu de mon intérêt pour les trucs un peu historiques. Oui. Et c'est vrai que, les gens m'associent surtout aux ovnis, les fantômes, ces trucs-là, mais mon intérêt premier demeure les grandes énigmes de l'histoire. Donc, qui était Jack l'Éventreur? Qui était l'homme au masque de fer? La bête du Gévaudan était-elle réellement un tueur ou un loup monstrueux? Mais où est donc Carnillard? Toutes ces grandes questions. Toutes ces grandes questions, m'intéressent particulièrement. Et je me fascine pour ces histoires-là parce que, je l'ai mentionné un peu plus tôt, on a généralement une amorce qui est bien présente. Oui. Dans le cas des crimes de l'Éventreur dont on va parler, on a bel et bien des gens qui, à la fin du 19e siècle, se sont fait assassiner dans les rues de Londres par un assassin mystérieux que la presse avait surnommé Jack l'Éventreur. Oui. La bête du Gévaudan, encore une fois, on est à peu près dans les mêmes eaux. Aux alentours de 1765, une bête mystérieuse va apparaître dans le Gévaudan. Aujourd'hui, c'est la Lozère en France. Okay. Et cette bête mystérieuse va assassiner plus de 120 personnes. On parle de 250 attaques, dont 120 mortelles. Okay. Un animal monstrueux que les gens qui ont vu peut-être Le Pacte des loups, un excellent film. Français. C'est un de mes meilleurs films à vie. Quel film remarquable. C'est bon, ça. Et comme le disaient les gens qui avaient vu La Bête, ça ressemble à un loup, c'est comme un loup, mais ce n'est pas un loup. Oui, il y avait une armure de métal, c'était hallucinant. Et c'est basé sur l'histoire de la bête du Gévaudan. Le masque de fer, probablement que beaucoup de téléspectateurs se rappellent ce film avec Leonardo DiCaprio qui jouait le frère de Louis XIV, en fait, qui est basé sur un roman d'Alexandre Dumas. Mais originalement, il y a bel et bien eu un homme au masque de fer. Louis XIV a fait réellement arrêter un individu qu'on appelait le prisonnier de Dunkerque. Okay. Il l'a fait transférer d'une prison à une autre. Il avait chargé principalement l'intendant des prisons de France, un dénommé Saint-Marc. Il l'avait spécialement mandaté pour surveiller ce prisonnier. Ce prisonnier qui ne portait pas un masque de fer, mais portait un masque de velours lorsqu'on le déplaçait d'une prison à une autre ou qu'on le déplaçait d'une cellule à une autre.
Et Louis XIV avait donné des instructions très précises à Saint-Marc, en disant, si cet individu-là tente de parler avec d'autres prisonniers, vous devrez le tuer sur le champ. S'il essaie de communiquer, de se montrer, de se dévoiler à d'autres prisonniers, vous devrez le tuer sur le champ. Il est bien bête, Mais en revanche, tant et aussi longtemps qu'il sera en cellule, vous devrez le traiter avec toutes sortes d'égards, il doit être bien traité, etc. Donc, et ce personnage-là est demeuré une vingtaine d'années dans les prisons du roi de France, jusqu'à son décès. Il a été enterré à Paris, tout près d'une petite église, avec le nom Mattioli, un nom italien qui n'a aucune consonance, aucun lien nulle part. Donc, qui était ce mystérieux Mattioli et qu'on a surnommé éventuellement l'homme au masque de fer? Évidemment, Alexandre Dumas l'imagine comme étant le frère jumeau de Louis XIV. Mais là, on est dans la fiction. Mais ce personnage-là, il a bel et bien existé. Donc, c'est ma grande fascination pour les énigmes de l'histoire. Et Jack l'Éventreur, j'avoue que c'est une histoire qui m'a passionné. Donc, qu'est-ce que c'est cette histoire? Et d'abord, il faut la placer dans son contexte. On est dans le Londres de la fin du 19e siècle. Il faut se rappeler que les crimes de l'Éventreur seront commis dans deux petits quartiers du East London, du quartier Est, les quartiers de Whitechapel et de Spitalfields. Pour te situer un peu, la ville de Londres compte à peu près 5 millions d'habitants à ce moment-là. Et les quartiers du East London, ce sont les quartiers pauvres et désœuvrés. À un point tel, on compte près de 12 000 prostituées dans les rues de ce East London. Et quand on parle de prostituées, je parle en fait presque de clochards, donc des femmes qui doivent se prostituer pour se payer parfois des lits dans des asiles publics, etc. C'est plus par nécessité qu'un travail. Par nécessité qu'un travail. Ça, okay. Et la ville est vraiment... Il y a vraiment une dichotomie entre le East London et le West London. Hein? C'est-à-dire que comme si un géant invisible avait tranché la ville en deux. D'un côté, on a tous ces quartiers désœuvrés et de l'autre côté, les quartiers aisés de Mayfair et de Belgravia, où les gens là, se pavanent avec des chapeaux à plumes, des robes froufroutantes dans des salons de la bourgeoisie. Et de cet autre côté, ce cloaque insalubre que sont les quartiers du East London. Et c'est dans ces quartiers que va sévir notre mystérieux personnage que l'histoire va surnommer Jack l'Éventreur. Alors, pour te replacer là, on a placé le contexte, disons, géographique de la chose. Plaçons maintenant le contexte, disons, politique ou le contexte social. Donc, dans ces quartiers du East London, on l'a mentionné, quartier très désœuvré et des femmes qui vont se prostituer davantage par nécessité. D'ailleurs, on sait qu'on a souvent décrit les victimes de Jack l'Éventreur comme étant des prostituées, mais en fait, ce sont surtout des clochardes, donc des femmes qui sont pour la plupart âgées au début de la quarantaine, même de la cinquantaine. Ce sont des femmes qui sont sans-abri et qui vont parfois, elles sont toutes des alcooliques. Et souvent, elles vont errer dans les rues vers 2 ou 3 heures du matin dans l'espoir de trouver les quelques pence nécessaires pour se payer des lits dans des asiles publics qui sont en fait des paillasses remplies en fait de vermine et qu'on peut se payer à 2 ou 3. Donc, si tu arrives dans l'asile public et puis tu n'as pas les sous nécessaires pour te payer un lit, ben, si vous êtes 2 ou 3, vous pouvez vous payer un lit et dormir à 2 ou 3 sur la même paillasse. Et c'était souvent des lits simples à l'époque. Donc, c'est vraiment c'est des conditions vraiment qui sont tout à fait épouvantables. Et le West London, donc les quartiers aisés, ne regardent jamais ce qui se passe du quartier des pauvres. Hein? Donc, c'est vraiment comme s'il y avait un mur entre les deux. Et en fait, Jack l'Éventreur va en fait ouvrir les yeux du West London sur le East London. Parce que ce qui va s'y produire est d'une telle horreur, que ça va tellement frapper l'imaginaire que là, on ne peut plus fermer les yeux sur la pauvreté des quartiers de l'Est. Alors, l'affaire va commencer pour toute cette histoire-là. Il faut se rappeler que l'affaire de Jack l'Éventreur commence en réalité au début de 1888. Donc, au début de 1888, ce qui va se passer, il va y avoir quelques petites altercations. Donc, 2 ou 3 femmes sont agressées, battues, brutalisées dans les rues de Londres. Et les policiers, évidemment, bon, pour eux, c'est un peu presque une violence quotidienne, domestique pour les quartiers du East London. Mais l'affaire va se changer lorsque va arriver un premier meurtre. Et là, on est au tout début du mois d'août, on est le 7 août 1888. On a 2 prostituées, en fait, Martha Tabram et une autre prostituée qui vont, une dénommée Connelly, Mary Ann Connelly. Ils vont passer leur nuit à arpenter les rues de East London. Elles vont racoler vers 11 heures à peu près 2 soldats. Et puis, elles vont s'éloigner chacun de leur côté avec leurs soldats. Et puis, vers à peu près 3 heures du matin, dans un édifice sur George Yard Building,
un homme descend l'escalier et va trouver sur le premier palier le corps de Martha Tabram, une femme de 39 ans, une prostituée. Elle a été poignardée à 39 reprises et l'autopsie va révéler qu'elle a été poignardée par 2 objets contondants, probablement un couteau et puis une baïonnette. Alors, avec ce crime assez mystérieux, parce qu'il faut se rappeler qu'on n'est pas encore en présence des tueurs en série. Les tueurs en série n'existent pas. Jack l'Éventreur est le premier tueur en série de l'histoire. Ah, OK, quand même. Et on va comprendre pourquoi il va poser tant de pépins à la police. OK. Parce qu'on comprend que les policiers ne se sont pas préparés à poursuivre un tel assassin. Alors, avec le meurtre de cette Martha Tabram, les policiers vont organiser des recherches, ils vont interroger Anne Connelly, qui a passé la soirée avec elle. Ils vont organiser des défilés à la Tour de Londres pour voir, parce qu'on parle de 2 soldats. Hein, cette femme-là dit, on a passé notre soirée avec 2 soldats. On se dit peut-être que l'assassin de Polly, pas de Polly, mais de Martha Tabram était l'un de ces soldats. Donc, un défilé à la Tour de Londres. On n'arrive pas à identifier le fameux soldat en question. OK. Mais la table est mise. À ce moment-là, les journaux commencent à parler des violences du East London. Quelque chose se passe dans le East London. On commence un peu à s'ouvrir. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Chloé? C'est quoi ce ghetto du East London où les femmes sont brutalisées? Et puis va arriver cette fameuse soirée du 31 août 1888. Alors là, on voit ici l'édifice aujourd'hui. On va vous replonger dans l'histoire. On va reculer à une époque, en 1888. On est ici dans Box Row. Vers 3 heures du matin à peu près, un dénommé Charles Cross, qui se rend à son travail au marché public de Spitalfields, va trouver une femme qui gît sur le dos dans le caniveau. Il va faire appel à des policiers qui vont se rendre sur place et le policier va dire que le corps était encore chaud. Et là, en approchant sa lanterne, il aperçoit que la femme a été égorgée. Donc, un coup de couteau de l'oreille droite à l'oreille gauche et le sang s'écoule lentement dans le caniveau. OK, bien, si le sang s'écoule, ça veut dire que ça fait pas le cœur est encore en train de battre. Oui, c'est ça. Et pour le policier, comme je l'ai dit, le corps était encore chaud. Ouais. Donc, on appelle évidemment un médecin coroner qui arrive sur place. Ils vont prendre le corps, ils vont le placer dans une charrette pour l'amener à la morgue. Mais déjà sur place, si le policier, pas le policier, mais le médecin coroner avait relevé les jupes et les jupons de la malheureuse, il aurait découvert que Polly Nichols n'avait pas seulement été égorgée, elle avait été également éventrée. En fait, son assassin avait utilisé un long couteau mal affûté, dira le rapport d'autopsie, et qui lui a fait plusieurs entailles sur l'abdomen. Une partie des viscères est visible à travers la chair. Et donc, Polly Nichols devient, pour les journaux, une énième victime de ces atrocités du East London. Le nom est toujours pas sorti. Non. OK. Donc, à ce moment-là, on identifie cette femme qui a, si ma mémoire est bonne, 42 ans, qui était une prostituée, mais en fait une prostituée, une clocharde, qui avait essayé d'ailleurs qui avait dit d'ailleurs qu'elle avait rencontré une autre prostituée quelques minutes plus tôt. Il lui avait dit, tu vois, j'ai un nouveau bonnet ce soir, je vais sûrement me trouver un client et je pourrais me payer un lit au dortoir, parce qu'elle avait été un peu plus tôt dans la soirée, elle s'était fait virer parce qu'elle n'avait pas les pence nécessaires pour pouvoir se prendre un lit. Donc, cette femme est identifiée éventuellement comme Polly Nichols, une femme début de la quarantaine, clocharde. Elle est comme je l'ai mentionné pour les journaux, elle est une énième victime de la violence du East London. Mais pour notre histoire à nous, elle devient la victime numéro 1 de Jack l'Éventreur. Mais on ne le sait pas encore. L'Éventreur ne s'est pas encore nommé. Hein? Il n'a pas encore tiré la couverture de son côté. Alors, une semaine plus tard, derrière le 29 Honbury Street, à peu près à 5 minutes de marche de Box Row, où a été trouvé notre Polly Nichols, on va trouver le corps d'une autre prostituée dans une arrière-cour. Donc, on voit le 29 Honbury Street. C'est l'édifice avec les chapiteaux un peu. Ça ressemblait pas à ça en 1888. C'est une photo que j'ai prise il y a quelques années. Et là, on voit l'arrière-cour de ce 29 Honbury Street. Vers à peu près 6 heures du matin, un locataire sort à l'extérieur pour se soulager parce que, bon, les toilettes étaient à l'extérieur. Et là, va trouver dans l'encoignure entre l'escalier et la palissade du mur d'à côté, il va trouver le corps d'une femme qu'on a vue en photographie qui s'appelle Annie Chapman. Ce sont les vraies photos d'archives. Ce sont les vraies photos d'archives. Non, c'est pas des... Et Annie Chapman, une femme, milieu de la quarantaine, 47 ans, je crois. Elle souffre d'ailleurs elle a été atteinte de la tuberculose. Okay. C'est donc elle souffrait de la tuberculose. Et voilà que lorsque on la découvre, il est à peu près 6 heures du matin, elle gît assise juste entre les marches de l'escalier et la palissade d'à côté, les jambes bien droites. Son assassin lui a tranché la gorge à un point tel
que n'eût été d'un foulard qu'elle a autour du cou, la tête aurait roulé sur l'épaule. Oh my God, OK. Son assassin l'a également éventré, lui a volé les organes génitaux, il s'est sauvé en emportant les organes génitaux et il a enlevé les viscères qu'il a placés sur l'épaule de sa victime. Alors, le deuxième meurtre qui ressemble pas mal au premier. Au premier, là, donc pas on du se tout dit... à l'autre avant? Non, pas du tout. Donc OK. la première avait simplement été poignardée. Martha Tabram, poignardée 39 fois avec un couteau et une baïonnette. OK. Alors là, dans le cas de Polly Nichols et dans le cas d'Annie Chapman, on parle visiblement d'un mutilateur et dans les deux cas, le médecin légiste conclut que l'assassin a utilisé à peu près le même couteau. Un long couteau, probablement le genre de couteau qu'on utilise pour faire des amputations, donc un long couteau OK. avec une sorte d'encavure près de la lame pour maintenir le pouce, pour pouvoir mieux permettre la dissection, de couper les chairs. OK. Et c'est visiblement un couteau comme celui-là qu'a utilisé notre assassin. Alors évidemment, ce deuxième meurtre, on commence à se dire, là, il y a vraiment quelque chose qui va pas bien. À l'enquête, on va interroger différents témoins. Et une d'entre elles, par exemple, Elizabeth Long, une autre prostituée qui défilait dans la rue vers à peu près 5h30 du matin, va apporter un détail très intéressant. Elle dit « Je me rappelle, en passant devant le 29 Hanbury Street, d'avoir vu Annie Chapman discuter avec un homme. Il mesurait à peu près 1,60 m, il avait les cheveux noirs, une moustache. J'avais l'impression que c'était un juif. Et tu vas voir que ce détail-là n'est pas anodin. Et elle dit, j'ai entendu l'homme demander à Annie Chapman, est-ce que tu veux? Et Annie Chapman de répondre oui. Et ils se sont engouffrés dans le 29 Hanbury Street, qui était un lieu connu des prostituées. Hein? La porte avant donnait sur la rue, mais quand on entrait à l'intérieur, on avait une sorte de long corridor qui donnait dans une arrière-cour et des escaliers qui montaient dans les étages. Les prostituées utilisaient souvent l'arrière-cour pour faire des petites passes rapides. Donc, c'était bien connu des prostituées. À part du lapin qui tousse, je pense qu'on l'appelait Voilà. à l'époque. Donc, Elisabeth... Et il faut dire aussi, on rentre un peu dans des détails scabreux, mais à l'époque, c'était avant la période de la contraception, on le comprend. Donc, il y avait beaucoup de coït anal qui se faisait. OK. Et tu comprends que les prostituées se plaçaient dans une position excessivement vulnérable. Elles tournaient le dos à l'agresseur, levaient leur jupe, et à ce moment-là, l'éventreur ou l'agresseur avait le beau jeu. Dans le cas de l'éventreur, il tirait les cheveux vers l'arrière, avec son couteau tranchait la gorge, le sang giclait vers l'avant, donc épargnant lui d'être couvert de sang. Donc il y avait une technique qu'utilisaient les ventreurs qui était excessivement efficace. Donc, Elizabeth Long raconte, il y a cet homme que je vois discuter avec Annie Chapman, il ressemble à un juif, les cheveux noirs, il porte la moustache, et elle se rappelle distinctement avoir entendu l'horloge locale, de l'église locale, sonner la demi-heure de 5 heures. Donc, il était 5h30. Le corps est retrouvé à 6 heures, donc il a fallu moins de 30 minutes pour l'assassin pour convaincre Annie Chapman de l'accompagner dans l'arrière-cour et se livrer à son travail de mutilateur. Évidemment, la police n'est pas encore tout à fait consciente de la technique utilisée par l'assassin. Alors, évidemment, on interroge des gens du coin, on interroge cette Elizabeth Long, et là, la police commence à émettre un portrait robot. Elle pense un portrait robot de l'assassin. Il doit s'agir d'un homme, comme le dit Elizabeth Long, 1,60 m, 1,65 m, les cheveux noirs, moustache. 1,65 m, c'est quoi? 5,5 5 et 6, oui, parce que les gens, à cette époque, les gens étaient un peu plus petits que les gens aujourd'hui. Et là, on se dit, il suffit d'ailleurs de visiter des musées, on regarde parfois le lit d'un roi, on se dit, mon Dieu, on dirait que tout est petit, tu sais. Petit roi! Un roi télé. Bon. Et là, évidemment, on se dit, comment peut-il déambuler dans les rues de Londres? Parce que dans le cas de Annie Chapman, par exemple, le corps est si mutilé que même s'il a utilisé cette technique de tenir sa victime par derrière, lorsqu'il l'a éventré, il a manipulé les organes d'Annie Chapman. Il en a réussi sur les avant-bras. Il en a réussi sur les avant-bras, il en a réussi lui. Alors comment cet individu-là a-t-il pu éventuellement déambuler dans les rues de Londres sans que personne le voie? Il faut se rappeler que les quartiers défavorisés du East London sont également les quartiers où se trouvent les abattoirs, les écrissoirs. Donc on se dit, bon, c'est un endroit où on est habitué de voir des gens avec des tabliers de cuir déambuler avec des couteaux autour d'eux. Ils se promènent de même, puis ils essuient leurs couteaux. Et voilà, et personne ne fait attention à eux. Alors la police émet l'hypothèse, peut-être que cet homme-là porte-t-il un tablier de cuir, et c'est pour ça que personne ne le remarque. Alors, on l'a vu dans le petit montage qu'on a présenté, il y a cette idée de « on cherche tablier de cuir ». Et voilà que le 27 septembre, la police de Londres, en fait pas la police, c'est l'agence centrale de la presse de Londres qui reçoit une lettre.
écrite à l'encre rouge. Pas au sang. Oh, signé. Jack l'Éventreur. Et cette lettre, voilà, hein, elle est exceptionnelle parce qu'elle arrive, donc il y a cette rumeur, on cherche tablier de cuir, et voilà cette lettre, le 27 septembre, arrive, et elle est signée, elle est datée du 25, donc elle a été mise à la poste 2 jours plus tôt. L'auteur écrit, on l'a vu, une belle lettre manuscrite, écrite à l'encre rouge. L'auteur commence sa lettre en disant « Bon, ben j'ai entendu dire que la police était sur mes traces, comment pourrait-il m'attraper maintenant? » Votre blague à propos de tablier de cuir m'a bien fait rire. Donc, le titre, il est au courant de tout ça, là. au courant, donc OK. il lit lui aussi les journaux. Et là, il dit à la police, en fait, il dit dans cette lettre, mais elle s'adresse à « Dear Boss », au patron. OK. Visiblement, il a souhaité il espérait que la lettre atterrisse sur le bureau du chef de la police. Et là, il dit j'ai appris que la police était sur ma trace. Votre blague à propos du tablier de cuir m'a fait rire. J'ai fait un bon travail la dernière fois. Je n'ai même pas laissé le temps à la victime de chialer. La prochaine fois, peut-être que je couperai les oreilles de la pauvre dame et je vous les enverrai. Mon couteau est bien affûté. Il me tarde de reprendre le travail. OK. Et il termine en disant, et là, on est dans un croisement de l'histoire. Il écrit en disant « Puisque la police aime tellement me donner des surnoms, pourquoi pas celui-ci? Très sincèrement, votre ami, Jack l'Éventreur. Wow. » Donc, le nom vient de passer à l'histoire. Et cette lettre-là, Oui, tu l'as achetée. ouais. Elle est derrière nous. La voilà. Donc, Mais c'est pas l'original. c'est pas l'original. En OK. fait, la lettre à l'encre rouge, elle est gardée dans les archives de Scotland Yard, précieusement conservée. Je comprends. Et en 1988, pour souligner le 100e anniversaire de l'Éventreur, Scotland Yard ont sorti la lettre à l'encre rouge et en ont produit 1000 facsimilés identiques. OK. Donc, une sorte de lithographie de la lettre originale identique avec l'enveloppe. Et voilà, une des reproductions est dans mon musée. Et c'est la fameuse lettre à l'encre rouge. Ce qu'il y a de fascinant avec cette lettre-là, Éric, c'est qu'elle a également 2 éléments qui ont contribué à l'histoire de l'Éventreur. Non seulement elle est signée par Jack l'Éventreur, Oui. mais à la toute fin, il dit « Voilà, je n'ai pas de chance parce que maintenant, la police dit que je suis un médecin. » Alors, tu vois, cette idée, parce que encore dans l'imaginaire collectif, on imagine Jack l'Éventreur comme ce personnage, chapeau de forme, habillé avec loup-flamme, son petit sac de médecin sous le bras, Oui. qui se promène dans les rues de Londres et qui éventre ses victimes. En fait, c'est une image qui est complètement faussée de la réalité. Un rapport médical qui sera fait après la 5e victime de l'Éventreur, un rapport médical établit clairement que l'assassin n'avait aucune connaissance médicale et qu'en fait, le fait qu'il ait réussi à enlever, par exemple, dans certains cas, le vagin ou les ovaires, par exemple, d'Annie Chapman, c'est purement le hasard. Il a frappé au hasard, il a ouvert et puis bon, c'est de la démence, à la limite. C'est de la démence. Ouais, Donc, l'idée du médecin, c'est une idée qui est complètement fantaisiste. Ouais, OK. Mais on voit que l'auteur de cette lettre-là était au courant de ce qui se racontait dans la presse et dans les rumeurs. Un autre élément assez intéressant à propos de cette lettre-là, c'est que l'on sait qu'elle n'est pas de la main de l'assassin de Whitechapel. Ah. On sait à présent qu'elle est sans aucun doute l'œuvre d'un journaliste entreprenant qui avait voulu se moquer de la police en écrivant cette fameuse lettre. Alors, c'est assez amusant parce qu'une lettre qui est finalement une fausse lettre d'un assassin, bon, et qui va passer à l'histoire à la fois pour le sobriquet de Jack l'Éventreur, mais également qui va, disons, enraciner l'idée de ce personnage qui pourrait être un médecin. Cristalliser un peu l'image du bonhomme en tant que tel. Puis en même temps, le fait qu'elle est bien écrite, à l'encre rouge, elle est une belle écriture manuscrite, sans faute d'orthographe, laisse supposer que l'auteur est un homme instruit. Ouais. Et tu vas le voir, c'est certainement pas le cas de notre assassin de Whitechapel, mais déjà, disons, la table est mise pour l'imagerie qu'on va se faire de l'Éventreur. Donc, la lettre à l'encre rouge apparaît, et là, maintenant, bien sûr, on parle de ce Jack l'Éventreur. On n'a plus de mots que Jack l'Éventreur. On ne parle que de lui. Et en fait, l'affaire commence à remonter très sérieusement, même en haut lieu, à Scotland Yard et même dans le cabinet de la reine, on commence à parler de ces violences du East London qui commencent à agacer parce que, bien sûr, toute la presse britannique parle de ces crimes qui sont commis dans le East London. Mais, tapis dans l'ombre, le véritable assassin, pas celui de la lettre, mais le vrai, lui, attend pour frapper de nouveau et il ne tardera pas à le faire. On est le 30 septembre 1888. Et là, on se trouve sur Burner Street. Encore là, une photo que j'ai prise il y a quelques années. Et encore une fois, je vais vous ramener à quoi ça ressemblait en 1888. Oui, flashback. Et voilà,
Au 13 Burner Street, ce soir-là, on est le 30 septembre 1888, un marchand itinérant arrive avec son cheval et son étal. Il entre dans une sorte d'arrière-cour au fond de laquelle se trouve une sorte de club de socialistes juifs. Okay. Il entre là, son cheval aîné fait un mouvement de recul. Alors notre bonhomme, dénommé Demschut, va, avec sa cravache, il va longer le sol pour voir est-ce qu'il y a un rat, est-ce qu'il y a un chat qui a effrayé mon cheval. Et voilà, sa cravache va frapper un objet mou. Et cet objet mou, il va craquer une allumette et là voir qu'il y a une femme étendue le long de la palissade. Ses pieds touchent au muret et elle est étendue et le sang gicle encore de sa gorge. Alors, au début, Demschut ne voit pas le sang qui s'écoule parce que c'est de l'obscurité, il est éclairé uniquement par une allumette, mais il court à l'intérieur du club, en ressort en disant « Il y a une femme étendue dans la cour, je pense qu'elle est ivre ou elle est inconsciente. » Donc, les gens ressortent du club, ils sont là avec des lampes à l'huile parce qu'on éclaire au fanal. Oui. Et on éclaire. Et là, on voit cette femme, on voit le sang qui s'écoule de sa gorge. Elle est encore souple, visiblement. Pas de rigidité, et le corps est encore chaud, visiblement, et elle n'a pas été éventrée. Dans ce cas-là, elle n'a pas été éventrée. Et là, on peut se poser la question, comme le sang gicle encore de sa gorge... Il était pas loin? Voilà. Demschut a probablement interrompu Jack l'Éventreur dans sa sinistre besogne. Okay. On peut imaginer même que lorsque Demschut est rentré dans l'arrière-cour, l'Éventreur se tenait peut-être caché derrière la porte. Le temps qu'il aille à l'intérieur chercher des gens pour venir constater le décès de cette prostituée, ça, ben oui. il en a profité pour s'échapper. La prostituée en question sera identifiée éventuellement comme une femme d'une quarantaine d'années, Elizabeth Stride, Longue Liz qu'on la surnommait. Okay. Elle venait d'ailleurs de Scandinavie, de la Norvège ou quelque chose comme ça. Okay. Elle avait changé son nom et elle était connue, elle mesurait 1,80 m presque, donc presque 6 pieds, donc Longue Liz qu'on la surnommait. Okay. Mais elle n'a pas été éventrée. Alors on sonne l'alarme et pendant que les policiers affluent dans l'arrière-cour au 13 Burner Street pour constater le décès de Elizabeth Stride, l'assassin, lui, visiblement frustré d'avoir été dérangé par Demschut, remonte vers la cité. Et quand je dis remonte vers la cité, il faut comprendre que la ville de Londres, c'est un peu comme Montréal et Verdun. Donc, on a les quartiers de Montréal et Verdun. Et alors qu'il remonte vers la cité, là, on voit Mitre Square. Une autre prostituée a été remise en liberté à 1 heure du quartier de police de Bishopsgate. Et elle se dirige vers les quartiers défavorisés de Whitechapel et Spitalfields. La même nuit? La même nuit. Wow. Et alors qu'elle arrive sur Mitre Square, elle croise visiblement le trajet de Jack l'Éventreur qui lui remonte vers la cité. Et là, en quelques minutes, il va commettre un des crimes les plus épouvantables que la ville de Londres a vu. Il faut se rappeler qu'il y a des rondes de police qui à peu près passent au même endroit toutes les 30 minutes à peu près. C'est épouvantable. À 1 heure du matin, le policier qui a passé sur Mitre Square n'a rien vu. Lorsqu'il repasse à nouveau à 1h30, il trouve le corps de cette prostituée qui sera éventuellement identifiée comme Catherine Eddowes. L'assassin lui a non seulement tailladé le visage, coupé le nez, les paupières, a passé son couteau à plusieurs reprises dans son visage. Il l'a éventré, le policier dira dans son rapport, comme un porc à l'abattoir. Les entrailles le corps était complètement ouvert, les entrailles sorties du corps de l'infortuné prostituée. Penses-tu que de se faire interrompre, ça l'a mis dans une rogne incroyable? Il fallait qu'il termine son travail. C'est un crime d'une violence inouïe. Et on va constater que non seulement dans ce cas-là, comme dans le cas de la fille Chapman, l'assassin lui a retiré les organes génitaux, mais il lui a également retiré un rein. Donc, on n'a pas seulement affaire à un mutilateur, on a également affaire à un assassin qui emporte avec lui des pièces de ses cadavres, un peu comme pour revivre son fantasme. Le crime de Catherine Eddowes est d'une monstruosité innommable, quelque chose qu'on n'a à peu près jamais vu dans les rues de Londres. Et alors que les policiers, on a déjà le cadavre d'Elizabeth Stride à Burner Street, et voilà que 20 minutes plus loin, on a le corps de Catherine Eddowes sur Mitre Square. Alors évidemment, tu t'imagines que le quartier grouille de policiers. On organise des rondes. Et là, voilà que sur Goulston Street, on va trouver le seul indice que l'éventreur ne laissera jamais derrière lui. Alors, un policier, il est à peu près 2h30, on arrive à Goulston Street, qui se trouve à quelques minutes de marche de Mitre Square. Et là, dans une allée qui mène à des appartements dans les étages, entre le 108 et le 119 Goulston Street, les policiers vont voir sur le mur une inscription.
J'ai fait encore un petit montage, on le voit à Goulston Street. On va voir l'image à quoi ça ressemblait à l'époque. Ça, c'est une image d'aujourd'hui. Et à l'époque, voilà, c'est là où se trouve le petit balcon blanc. On a un passage. Oui. Et là, un policier va remarquer sur le mur, écrit à la craie, une très curieuse phrase qui dit « The Jews are the men that will not be blamed for nothing. » Les Juifs sont les gens qui ne seront pas accusés à tort. Je rêve-tu, le mot Jews était drôlement... Drôlement, on va revenir d'ailleurs sur le mot Jews. Et immédiatement en voyant ce signe-là, cette inscription-là, et en dessous de l'inscription, on a un morceau de tablier qui visiblement était un morceau de tablier qui appartenait à Catherine Eddowes, que l'assassin a arraché visiblement pour essuyer sa lame. Donc, l'inscription et le policier qui a fait la ronde, on trouve cette inscription vers 2h30 à peu près. Le policier qui est passé quelques minutes plus tôt dit « ce n'était pas là ». Donc, c'est tout frais, ça vient d'être fait. OK. Il y a un élément curieux. Dès que l'inscription est découverte, le chef de Scotland Yard, un type qui s'appelle Charles Warren, qui est un ancien militaire, un type qui est très droit, tu vois. Et lorsque Warren arrive, on appelle le chef Warren, il faut lui montrer cette inscription. Le seul indice pour l'instant que l'on a de Jack l'Éventreur, c'est cette écriture. Et Warren, en voyant l'inscription, va ordonner immédiatement à ses policiers de l'effacer. Alors évidemment, certains diront, tiens, est-ce qu'il s'agit d'une conspiration? Parce que, comme tu l'as mentionné, le mot « Jews » est écrit d'une curieuse de façon J-E-W-E-S, alors que « Jews » au pluriel, en anglais, s'écrit J-E-W-S. Est-ce qu'il s'agit d'une faute d'orthographe de l'auteur? Ou est-ce qu'il s'agit d'un symbole, d'un indice laissé? Alors, ça va alimenter une sorte de controverse qui impliquerait les francs-maçons. Et Charles Warren, le chef de Scotland Yard, était franc-maçon. Alors, il demande à effacer immédiatement le graffiti. Est-ce que cette volonté de faire disparaître l'inscription cacherait une sorte de conspiration maçonnique? T'es en train de me dire qu'il y a de la corruption puis de la police d'impliquer? J'oserais jamais dire ça. Mon Dieu, ça serait une première encore aujourd'hui, ça ne s'est jamais vu. Ça. Quoi qu'il en soit, Charles Warren va éventuellement justifier cette volonté de faire effacer le message parce que, et je l'ai mentionné depuis le début de ma narration, il y a toujours ce sentiment antisémite qui règne dans le East London. Pour les Britanniques, les crimes de l'Éventreur sont tellement monstrueux qu'un bon Britannique ne pourrait pas faire un crime comme celui-là. OK, parce que même dans le noir, on dit qu'il ressemble à un Juif, alors qu'il fait noir, là. Tu peux pas le nommer. Pour les Britanniques, il est clair que l'auteur de ces monstruosités ne peut être qu'un étranger et qui plus est, un Juif. Franchement. Alors, pour Charles Warren, et c'est d'ailleurs ce qu'il va expliquer, sa volonté d'effacer le graffiti n'avait rien à voir avec l'écriture ou l'orthographe, mais avait tout à voir avec le fait qu'on mentionnait clairement les Juifs ne seront pas les gens qui seront accusés à tort dans cette histoire. Alors évidemment, il voulait éviter ce sentiment, d'alimenter ce sentiment antisémite qui régnait dans les rues de Londres, d'où sa volonté de faire disparaître le graffiti. Et là, voilà, on a ce graffiti qui apparaît, on se moque de la police, ce fameux doublé du 30 septembre. Alors là, même en haut lieu, la reine Victoria elle-même va intervenir et à travers son porte-parole, elle va dire « Vous allez contacter la police de Scotland Yard. Il faut que les violences du East London cessent. Quelle que soit l'identité de ce tueur mystérieux, ce Jack l'Éventreur, il faut l'écrouer. » Et alors, évidemment, dans les quartiers du East London, on n'a pas tout à fait le même son de cloche. Parce que pour ces gens, on est toujours dans ces quartiers très désœuvrés. Et on a l'impression que la police ne fait rien. Elle constate les décès, c'est tout ce qu'elle fait. Et là, on commence à murmurer en se disant « Mais si ces crimes avaient été commis de l'autre côté, dans les quartiers aisés de Mayfair, de Belgravia, est-ce qu'on serait encore à chercher l'assassin? » Alors les gens se disent « La police est laxiste. » Et ce laxisme est parce qu'on est des indigents, on est des riens, on est des citoyens de deuxième zone. Alors, il s'organise dans les rues du East London des comités de vigilance. Donc, des gens qui, en plus des policiers qui se multiplient dans les rues pour augmenter leur présence... Des veilles. Des veilles. On a ces fameux gens, ces individus qui vont se promener, arpenter les rues avec des bâtons. Et là, ces gens-là se disent, nous allons attraper le Juif responsable de ces crimes. Un peu comme on voit dans les films, là, quand ils partent avec leur fourche et leur bâton, voilà, on va dans les rues avec... On va l'attraper. La torche, OK.
Mais tu comprends que tout ça cache également tout un scénario politique. Ouais. Les gens qui sont derrière la formation de ces groupes, de ces activistes dans les rues, sont souvent eux-mêmes des gens un peu anarchistes qui profitent de toutes les occasions pour critiquer la reine, pour critiquer la royauté, pour critiquer l'administration britannique. On en pour connaît tous un ou critiquer- deux. Oui, pour critiquer la police. Et l'un d'entre eux, l'un des gens les plus volubiles parmi ces gens-là, est un type qui s'appelle George Lusk. Donc, George Lusk est un peu le chef du comité de vigilance de Whitechapel. Et à qui veut bien l'entendre, il répète que pour lui, l'arrestation de Jack l'Éventreur n'est plus qu'une question d'heure, sinon une question de jour. Yeah, right. Alors, lui va réussir, lui et ses hommes vont réussir là où la police n'a pas réussi à ce jour. Et voilà que le 16 octobre 1888, donc, on voit ce fameux George Lusk, il reçoit, notre ami Lusk, un petit colis, enveloppé dans un papier brun, taché de sang, et en ouvrant la boîte, George Lusk trouve une lettre, et avec cette lettre, un morceau de chair putride. La lettre se lit à peu près comme suit. De l'enfer. Monsieur Lusk, vous trouverez ci-joint la moitié d'un rein que j'ai prélevé sur ma dernière victime. L'autre moitié, je l'ai fait frire et je l'ai mangé. C'était délicieux. Si vous pouvez attendre un peu, peut-être vous enverrai-je le couteau avec lequel je l'ai prélevé. Et la lettre est simplement signée « Attrapez-moi quand vous le pourrez, Monsieur Lusk ». Attends un peu, il n'a pas signé? Voilà. De toutes les lettres, après la publication de la fameuse lettre Jack the Ripper, Jack l'Éventreur, la police de Londres va recevoir en cet automne de 1888 près de 300 lettres. Toutes signées Jack l'Éventreur et toutes d'une main qui n'est pas la même. Tous des gens qui ont besoin d'attention. Donc, visiblement, tous des gens qui ont besoin d'attention. Ouais. De toutes ces lettres, une seule ne sera pas signée Jack l'Éventreur et c'est la lettre envoyée à George Lusk. Wow. Quant au morceau de chair putride dans la boîte, il va être remis à la police qui vont l'amener à l'hôpital de Londres et il sera donné à un médecin qui va conclure qu'il s'agit bel et bien d'un rein humain et que les tissus présentent une maladie. Ce sont des tissus qui présentent les symptômes d'une maladie qu'on appelle la maladie de Bright, qui est une maladie qu'on retrouve généralement chez les gens qui abusent d'alcool. Et Catherine Eddowes, chez qui d'ailleurs l'assassin avait prélevé un rein, souffrait de la maladie de Bright. Donc il y a toutes les chances que le rein envoyé, la partie du rein envoyée à George Lusk, était bel et bien une partie du rein de Catherine Eddowes. Et si une seule lettre de toutes les lettres reçues à cet automne de 1888 était de la main du tueur, c'est certainement la lettre envoyée à George Lusk. Dis-moi que tu n'as pas acheté le morceau de rein, s'il te plaît. Non, malheureusement. OK, d'accord. Malheureux. T'as dit malheureusement? Malheureusement, j'ai pas pu. OK. Alors, écoute, là, c'est l'effervescence. Le monde retient son souffle. Est-ce que la police va arrêter Jack l'Éventreur avant qu'il frappe une autre fois? Et puis voilà qu'on est le 9 novembre 1888. Tu vois une photographie ici de Dorset Street que j'ai pris il y a quelques années et on va voir la photo de Dorset Street telle qu'elle était en 1888. Dorset Street donnait sur une petite cour et à l'intérieur de Dorset Street, il y avait des petits appartements. Et là, on voit l'appartement du 13 Miller Court. Et on voit la dernière victime de Jack l'Éventreur. Il faut avoir le cœur solide, là. Et il s'agit de Mary Jane Kelly, une prostituée de 25 ans dont le corps a été retrouvé ce matin du 9 novembre 1888. Les circonstances de la découverte du corps de Mary Kelly sont très particulières. Ce matin-là, il faut dire que Mary Kelly avait un arriéré de plusieurs semaines sur son loyer. Et son propriétaire charge un de ses subalternes. Il lui dit, vous allez vous rendre sur Miller Court, au 13 Miller Court, donc cette série d'appartements qui communiquent sur Dorset Street. Vous allez vous rendre là. Il charge un de ses hommes, un dénommé Boyer. Il dit, tu vas te rendre là et tu vas aller collecter le loyer de Mary Kelly. Donc Thomas Boyer se rend sur place, frappe à la porte, pas de réponse. Il est à peu près 10h30 le matin. Boyer est convaincu que Mary Kelly se trouve chez elle. Il essaie d'ailleurs de faire tourner la poignée de la porte, c'est barré et l'appartement ne se barre que de l'intérieur. Donc on a un verrou qu'on ne pousse que de l'intérieur. Donc il est persuadé que Mary Kelly est à l'intérieur. Il sait que on l'a vu sur l'encoignure juste à côté de la porte, il y a une fenêtre.
Et lors d'un rixe entre deux prostituées, la fenêtre a été brisée OK. et Mary Kelly a bouché la vitre en utilisant 2 morceaux de carton plutôt mal ajustés. OK. Et Boyer le sait. Donc, il s'approche de la fenêtre, lève un des coins et permet de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Il lui faut quelques minutes pour que ses yeux s'habituent à la pénombre à l'intérieur de la pièce. Il n'y a d'ailleurs qu'une seule pièce dans cet appartement, pour voir finalement ce qui reste, et on l'a vu, une image terrible ouais. de ce qui reste de Mary Kelly. OK. Dans le cas de Mary Kelly, c'est la seule victime de l'éventreur qui sera assassinée à l'intérieur. Ce qui prouve que les comités de vigilance et la présence multipliée des policiers Ont bien fait leur travail. ont bien fait leur travail. Donc l'éventreur a bien compris que commettre un autre crime dans la rue risquait pour lui, c'était devenu dangereux. Ouais. Et on sait qu'après la découverte du corps de Mary Kelly, un homme va se présenter au poste de police, un dénommé Hutchison. Il va raconter une histoire assez incroyable. La veille, vers à peu près 2 heures du matin, il déambulait dans les rues de Londres, en fait dans les rues du quartier de Whitechapel, lorsqu'il a croisé Mary Kelly, qui était bien vivante à ce moment-là, et lui avait une bouteille d'alcool à la main. Alors il s'est adressé à Mary Kelly en lui disant « Pourquoi on ne va pas chez toi? On pourrait finir la soirée, faire la fête. » Et Mary Kelly lui a fait la remarque « Je dois plusieurs mois de loyer, plusieurs semaines de loyer, je dois trouver des sous pour payer. » Alors elle lui dit « Désolé, on va remettre ça un autre tantôt. » Et Hutchison de raconter que de l'autre côté de la rue, il y avait un homme plutôt bien habillé, avec un manteau, il va même décrire un manteau d'astrakhan, il voit même une sorte de collet avec une sorte de fer à cheval, comme une sorte de boucle en fer à cheval. Beaucoup de détails pour Beaucoup le de soir, détails, hein? ouais. Et là, il dit, cet homme, donc, bien habillé, il voit Mary Kelly se diriger vers le bonhomme. Ils vont discuter quelques instants, vont éclater de rire, et ils vont rebrousser chemin. Ils vont repasser devant Hutchison, qui lui est assis sur le trottoir. Il les voit passer devant lui, et il va raconter aux policiers, pour une raison qu'il ignore, il a décidé de leur emboîter le pas. Donc, il les suit, et on a vu les photographies. Il faut se replacer un peu sur le plan géographique de la chose. On a Dorset Street qui donne sur la porte. On a vu une sorte de porte cochère qui donne sur Dorset Street. C'est une longue allée qui donne dans une arrière-cour qu'on appelle Miller Court. Oui. Donc, notre bonhomme Hutchison voit le couple Kelly et l'inconnu entrer dans ce fameux passage de Dorset Street et se rendre dans l'appartement de Mary Kelly qu'elle occupe au fond de la ruelle. Ce Hutchison va s'asseoir dans le passage. Il dit « J'ai attendu là, je me suis assis là. Je me suis un peu assoupi. » Et puis, vers 3h30 du matin, il s'est réveillé. Et la lumière était éteinte chez Mary Kelly. Il pouvait voir l'appartement de Mary Kelly. Il dit la lumière, une bougie ou une lanterne s'était éteinte. Et à ce moment-là, comprenant que sa chance de passer la nuit avec Mary Kelly était un peu OK, bye-bye. Oui, était un peu hypothéquée, notre Hutchison s'est relevé, il s'est éloigné. Il dit bon, je suis parti vers 3h30 et visiblement, l'inconnu n'était pas encore ressorti. Selon toute évidence, cet inconnu était Jack l'Éventreur. OK. Parce qu'au moment où Hutchison quitte ce passage de Dorset Street, il est clair qu'à quelques mètres de lui, Jack l'Éventreur est déjà à l'œuvre. En fait, le crime est si monstrueux. En fait, on ne remontera pas les images, mais sur la table, les seins de la victime avaient été enlevés, placés sur la table. L'assassin avait enroulé les intestins autour. Il avait utilisé des lambeaux de chair pour faire des sortes de décorations sur les murs. Oui. Il avait enlevé le cœur de la victime qu'il avait jeté dans le foyer. Encore là, une partie des organes génitaux avait été retirée, que l'assassin a emporté avec lui. En fait, il va falloir 6 heures aux gens de la morgue pour reconstituer le cadavre de Mary Kelly. Et là, évidemment, il lui a enlevé des lambeaux de chair. Le corps, en fait, est méconnaissable. Ouais, le c'est visage ça, est méconnaissable. Et on comprend que Jack l'Éventreur devait travailler rapidement lorsqu'il mutilait ses victimes dans la rue. Mais dans le cas de Mary Kelly, il avait toute la nuit pour lui et il s'en est donné visiblement à cœur joie. C'est épouvantable. Et après le meurtre de Mary Kelly, là, cette fois-là, c'en est trop. La reine exige des réponses rapides. On doit mettre en place une unité spéciale. Il faut faire quelque chose. On ne peut pas continuer comme ça. Parce que tu comprends que le meurtre de Mary Kelly va incendier la presse, en fait, va incendier toute la communauté de Londres devient préoccupée
Parce Ben, qu'il je se passe. comprends. Même les quartiers aisés dont je t'ai mentionné, qui, Oui. eux, au début, voyaient le East London comme une sorte de terre Arrangez-vous avec étrangère. ça, puis, Là, maintenant, tout le monde est préoccupé par ce Ouais. qui se passe dans le East London. Et même la presse étrangère, parce que, évidemment, il ne faut pas se le cacher, les crimes de l'éventreur, même ici au Québec, hein, si vous retournez, par exemple, dans les archives de la presse, vous allez retrouver, à l'automne 1888, toute une série d'articles sur Jack l'Éventreur. Jack l'Éventreur n'est plus qu'un sujet de Londres, c'est un sujet international. La presse mondiale s'est emparée des crimes de l'Éventreur. Et, faut pas se le cacher, les journalistes étrangers ne sont pas très tendres à l'endroit de la police de Londres. La fameuse Scotland Yard, Ouais. que l'on dit être la meilleure police du monde, qui n'arrive Pas pas... si efficace. qui n'est pas très si efficace. Ouais. Elles ont- Mais en même temps, à leur décharge, il faut quand même l'avouer, Jack l'Éventreur, c'est le premier tueur en série de l'histoire. Donc, on ne sait pas trop comment chasser un individu comme celui-là. Et la police de Londres va commettre plusieurs erreurs. La Scotland Yard va commettre plusieurs erreurs en essayant d'attraper Jack l'Éventreur comme on aurait essayé de traquer, par exemple, un voleur de banque. Évidemment, avec des succès Ouais. qui ne sont pas là. Alors, à ce moment-là, c'est la débandade un peu. Même le chef de la police va résigner. Hein, Charles Warren, qui a fait effacer le fameux graffiti, va remettre sa démission. Il va y avoir toute une restructuration dans les services de police. Et là, c'est assez curieux parce qu'après le meurtre de Mary Kelly, qui est d'une violence épouvantable, on se serait attendu à ce que la police redouble d'efforts, qu'elle multiplie les patrouilles du East London. Ouais. Mais c'est pas ça qui va se passer. Soudainement, comme si quelqu'un, quelque part, savait quelque chose, soudainement, la police va commencer à relâcher son étau sur les quartiers du East London. Comme si on savait que Jack l'Éventreur ne frapperait plus. Et pourtant, d'autres victimes vont s'ajouter au crime de l'Éventreur. Donc, à partir du printemps de 1889, par exemple, il va y avoir d'autres prostituées qui seront retrouvées, la gorge tranchée, même dans certains cas, simplement étranglées. Je dis simplement, mais on comprend, là, on est Oui, dans mais- un autre mode d'opération. Donc, des prostituées égorgées, étranglées. On voit ici Alice Mackenzie. On va voir également Rose Millett. Donc, ce sont d'autres prostituées retrouvées assassinées dans les rues de Londres et qui vont finalement atterrir dans le dossier de Jack l'Éventreur. Mais- Est-ce qu'elles sont mortes de la même façon? Non, pas du tout. Là, on Ah. est vraiment dans un autre, pour utiliser le langage policier, on est vraiment dans un autre modus operandi. OK. Et pourtant, ces victimes vont se retrouver dans le dossier de Jack l'Éventreur. Et la presse également continue de parler de Jack l'Éventreur. Oh, Jack l'Éventreur en est rendu à sa 8e, 9e victime. En fait, le dossier de Jack l'Éventreur aux archives de la police contient 11 victimes. OK. Mais il y a quelque chose de mystérieux parce qu'on le voit, malgré que ces victimes continuent de s'accumuler, la police n'y croit plus. Et puis voilà qu'en 1894, le nouveau chef de la police, en fait le nouveau chef des enquêtes criminelles de la police, un certain Melville McNaughton, décide lui qu'il est temps maintenant de fermer le dossier de l'Éventreur. Donc, il faut dire qu'on a arrêté un dénommé Cutbush, un individu un peu maniaco qui se promenait dans les rues de Londres avec un couteau. Il déchirait les robes des femmes avec son couteau. Et là, OK. évidemment, des journaux ont C'est un dit... cinglé, mais c'est pas un meurtrier, ouais, c'est un là. cinglé. C'est Et là, pas- les journaux ont dit, est-ce que ce Cutbush pourrait pas être finalement Jack l'Éventreur? Ah oui, donc. Ah, pourquoi pas, hein? Et là, voilà que, visiblement, le ministre de l'Intérieur a posé la question au nouveau chef des enquêtes criminelles, un type qui s'appelle Melville McNaughton. Il va déposer dans son mémoire, il va écrire, on a beaucoup parlé de ce Cutbush qu'on disait être l'Éventreur. Visiblement, il n'a rien à voir avec les crimes de l'Éventreur. Et là, il dit des choses fort intéressantes. Il dit, de tous les crimes aux archives de la police, des 11 assassinats que l'on attribue à l'Éventreur, McNaughton dit il n'y en a que 5 qui sont visiblement de la main de l'assassin. Ce qu'on va appeler d'ailleurs les victimes canoniques, les 5 victimes de l'Éventreur. Il s'agit de Polly Nichols, Annie Chapman, la fameuse soirée du doublé Elizabeth Stride, Catherine Eddowes et Mary Jane Kelly. Ce sont les 5 victimes canoniques. Et Melville McNaughton écrit il n'y a que ces 5 victimes, aucune autre. Et de toutes les personnes, bien sûr, Jack l'Éventreur n'a jamais été arrêté. Mais il dit, j'ai des bonnes raisons de croire que 3 individus qui se sont retrouvés dans le collimateur de la police ont pu être Jack l'Éventreur. Il dit, le premier, il s'agit d'un type qui s'appelait Montague John Druitt. Il dit, c'était un médecin de 41 ans dont le corps a été retrouvé dans la Tamise peu de temps après les crimes de l'Éventreur. J'ai de bonnes raisons de croire que sa famille le considérait comme l'assassin de Whitechapel. C'est flou un peu. C'est hein. flou.
Et on va revenir d'ailleurs. OK. Il dit le deuxième, un dénommé Aaron Kosminski. Il dit un juif, évidemment. Ouais, un sûr. juif polonais Ouais, ouais. qui était agressif, qui vivait dans les quartiers miséreux de Whitechapel. Il dit je sais qu'éventuellement il a été arrêté, envoyé dans un asile où il est mort éventuellement Non, peu c'est de pas temps lui un après. meurtrier. Et ensuite, Tabarouette. et puis le troisième, il dit Michael Ostrog, un médecin dont les allées et venues durant la période des crimes de l'éventreur ne sont pas bien connus. Et on dit de lui qu'il avait des attitudes excessivement agressives envers les femmes. Mais il revient à la toute fin de ce mémoire. Melville McNaughton dit mais de tous ces trois suspects, je reste persuadé que mon suspect numéro 1, ce Montague John Druitt, était l'assassin de Whitechapel. Alors, pour la première fois, on a un document écrit Oui. où la police de Londres, la Metropolitan Police, Scotland Yard, nous donne une description, en fait, de qui elle avait dans le collimateur pour... C'était leur portrait robot de l'époque. Ouais. Mais quand on regarde de plus près ces trois suspects-là, on peut immédiatement les disculper. Pour plusieurs raisons. D'ailleurs, quand McNaughton écrit, Melville, il dit Montague John Druitt, un médecin de 41 ans dont le corps a été retrouvé dans la Tamise peu de temps après le crime de Miller Court, il commet plusieurs erreurs. Montague John Druitt n'était pas un médecin de 41 ans, c'était un avocat et un instituteur de 31 ans. Oh. Son corps n'a pas été retrouvé peu de temps après le crime de Miller Court, mais en fait 2 mois plus tard, le 31 décembre 1888. C'était pas un peu une chasse aux sorcières d'abord? C'était Un comme peu. faut absolument trouver Et comme c'est on qui. voit, comme il y a des erreurs dans la description de Montague John Druitt, tu as bien compris que ça nous laisse présager que la police n'avait pas grand-chose sur le bonhomme. Non. Sinon, il n'y aurait pas de telles erreurs dans, dans sa Exact. biographie. Et ce Montague John Druitt, il ne faut pas se le cacher, il existe toute une communauté de spécialistes de Jack l'Éventreur qui s'appelle les ripérologistes, de Jack the Ripper, Ah oui, Ripper. ripperologists. OK. Donc, ces gens-là qui sont des obsédés de l'énigme de Jack l'Éventreur se sont penchés sur la biographie de ce Montague John Druitt. Et en fouillant sa biographie, on n'a rien trouvé qui nous permet de l'associer au crime de Whitechapel. Oui. Même, je te dirais qu'on a trouvé des éléments qui le disculpent. Hein, par exemple, on sait que c'était un individu qui jouait au cricket. D'ailleurs, il excellait dans ce sport. Et le matin où a été assassinée cette Annie Chapman, donc la deuxième victime de Jack l'Éventreur, ce Montague John Druitt disputait un match Bon. de cricket OK. à des kilomètres de Londres. OK. Donc, bien sûr, il aurait pu prendre le train, arriver là-bas, se changer rapidement, mais ça rend l'affaire très Ouais, improbable. c'est du trouble. Là. Et ensuite de ça, on ne trouve rien dans la biographie de Montague John Druitt qui va dans le sens d'un individu agressif. OK. Parce qu'il faut se rappeler que si à l'époque, la police de Scotland Yard n'avait aucune idée de la nature d'un tueur en série, ce n'est plus la même chose aujourd'hui. Non. On a connu notre lot de tueurs en série et le FBI, les services de renseignement, ont établi un profil de l'assassin. Et dans le cas d'un assassin comme Jack l'Éventreur, ce qu'on appelle un picker, donc un mutilateur, dans le cas comme des assassins, comme dans le cas de l'Éventreur, le portrait robot est à peu près le même. Il s'agit sans aucun doute d'un homme entre 25 et 40 ans, de race blanche. On peut dire de lui qu'il est probablement peu éduqué ou complètement illettré. Il vient très certainement de milieux très défavorisés. Probablement que sa mère était de mœurs légères et alcoolique. Probablement que lui-même était alcoolique. Il n'avait pas de travail, ou s'il en avait un, c'était un travail peu édifiant, mais qui lui permettait d'une certaine façon d'assouvir certaines de ses pulsions, comme OK. un boucher, par exemple. OK. Et aussi qu'il devait appartenir à la communauté où il sévissait. Les crimes des assassins, les premiers crimes des assassins. Et on le sait, le premier crime de l'Éventreur, c'est cette Pauline Nichols, cette Mary Ann Nichols, assassinée le 31 août 1888. Généralement, les assassins vont commettre un crime presque essentiellement dans ce qu'ils appellent leur zone de confort, donc la zone qu'ils connaissent bien, donc la zone où ils vivent, donc près de chez eux. D'ailleurs, rappelle-toi cette fameuse Elizabeth Stride, assassinée lorsque Demchut arrive avec son cheval et son étang, Oui. il voit le corps. On nous dit l'éventreur s'est échappé. Le temps qu'il aille chercher des gens à l'intérieur, que Demchut aille chercher des gens à l'intérieur et qu'ils reviennent dans la cour, l'éventreur s'est éclipsé. Mais comment s'est-il éclipsé? On le sait. Il a probablement couru jusqu'au fond de la cour. Il y avait là une porte dérobée qui donnait sur des écuries sur la rue voisine. Et de là, on pouvait gagner Commercial Street.
OK. Mais seul un individu qui vivait dans ce quartier-là pouvait connaître ces les détails. raccoins, Donc, c'est sûr je comprends. que l'individu devait appartenir à cette communauté. Et c'est aussi pourquoi il ne devait pas soulever beaucoup de soupçons lorsqu'il approchait des prostituées. Peut-être était-il connu des prostituées. C'était un individu qui appartenait à cette faune du East London. Ouais. Donc, c'est le profil que l'on a. Ce profil-là n'est pas sûr à 100 On le sait, il y a des assassins, des tueurs en série modernes qui ne correspondaient pas au profil qu'on avait fait d'eux. Je pense par exemple à Ted Bundy, un tueur monstrueux à la fin des années 70, début des années 80, qui ne correspondait pas au profil psychologique qu'on avait dressé de lui. Mais ça reste, dans la plupart des cas, ça reste excessivement... par exemple, dans le cas de Bundy, c'est vraiment une exception. Ouais. On peut dire que ces profils-là cadrent assez bien avec, disons, 90% des tueurs en série de ce type-là. Donc, lorsque l'on cherche un tueur comme Jack l'Éventreur, il doit répondre à notre profil. Montague John Druitt ne répond pas à ce profil-là. Dans le cas du deuxième suspect évoqué par ce Melvin McNaughton, ce Kosminski, là encore, il commet plusieurs erreurs. Il dit, bon, Kosminski envoyé dans un asile où il est mort peu de temps après, alors que dans les faits, ce fameux Kosminski, effectivement, a été envoyé dans un asile, mais en fait, il est mort en 1919. Donc, on est très loin de... Okay. Donc, encore une fois, on voit bien que ce McNaughton n'a pas beaucoup d'informations sur ce Kosminski. Hein. Il reste très évasif sur son rôle joué dans les crimes de l'Éventreur. Mais c'est un juif polonais qui habitait les quartiers du East London. D'une certaine façon, on pourrait dire que Kosminski correspond un peu au profil qu'on serait en droit de s'attendre pour un tueur en série. Mais encore une fois, quand on regarde les registres, par exemple, lorsqu'il est incarcéré dans des instituts psychiatriques, il n'est pas décrit comme un individu violent. On ne lui connaît pas de crimes sanguinaires. Encore là, on est loin du personnage qu'on pourrait imaginer de Jack l'Éventreur. Okay. Quant à ce Michael Ostrog, dernier sujet évoqué par McNaughton, il nous dit un médecin polonais, un médecin russe, par exemple. Encore là, on n'a à peu près rien sur ce Michael Ostrog. Quand on regarde les archives de la police, ce que l'on sait à propos de ce Michael Ostrog, c'est qu'il a été arrêté à plusieurs reprises par les services de police pour toutes sortes de petits larcins, des escroqueries, des fraudes. Et alors, pourquoi pas lui? Et pourquoi pas lui? Et on le sait, dans le domaine policier, dans le domaine des assassinats, il est rare qu'il y ait un mixage. C'est rare qu'un escroc devienne un tueur ou qu'un tueur devienne un escroc. Ouais. Le mélange de ces styles ne cadre pas avec l'idée qu'on est en droit de s'attendre pour un Jack l'Éventreur. Donc, des 3 suspects évoqués par Melvin McNaughton, aucun d'entre eux ne correspond à l'image qu'on aurait pu se faire de Jack l'Éventreur. Et je dois t'avouer que depuis maintenant, il y a à peu près 300 livres qui ont été écrits sur Jack l'Éventreur et chacun y avance son hypothèse. Il y a toutes sortes d'hypothèses, mais la plus populaire, je te dirais, a été publiée dans un ouvrage au milieu des années 70, Jack the Ripper, The Final Solution, dans lequel Jack l'Éventreur ne serait pas un tueur, mais 3 tueurs. On a une histoire incroyable. Le petit-fils de la reine Victoria, le duc de Clarence, aurait rencontré une roturière, une prostituée du East London, Annie Crook. Il aurait eu une aventure avec elle. Un enfant serait né de leur union, Alice. Et là, évidemment, quand la reine a appris cette histoire-là, elle est devenue folle de rage. Elle a demandé à ce que son petit-fils soit envoyé sur une propriété royale loin de Londres. Et elle aurait chargé son médecin personnel, le docteur William Gall, de faire disparaître la prostituée et de faire disparaître son enfant. Donc, Annie Crook aurait été envoyée dans un asile psychiatrique, on l'aurait lobotomisée et son enfant aurait été envoyé dans un orphelinat. Mais, malheureusement, Annie Crook avait eu le temps de parler de son histoire, de cette liaison royale à 5 prostituées du East London. Et tu l'auras bien compris. Polly Nichols, Annie Chapman, Eddowes, Stride et bien sûr Mary Kelly. Et là, la reine a décidé qu'il était temps il ne fallait surtout pas que l'histoire s'ébruite et elle aurait chargé son médecin personnel, ce fameux Dr. Gould, avec 2 de ses compagnons dénommés John Netley et un peintre londonien, Walter Sickett, de faire disparaître les 5 prostituées qui voulaient faire chanter la couronne royale. Donc, ces 3 individus, tous francs-maçons, se seraient déplacés dans une carriole, arpentant la nuit les rues de Whitechapel pour retrouver chacune des prostituées et finalement les faire taire définitivement. Donc, selon ce livre-là, c'est 3 tueurs qui ont fait la même job, tout simplement pour faire taire quelqu'un. Voilà. Et
Évidemment, en te racontant ce scénario, tu te dis j'ai l'impression que ça me sonne une cloche. J'ai l'impression que ça me sonne une cloche. Ben voilà, parce que c'est ce scénario qu'on a exploité dans le film From Hell, qui met en vedette Johnny Depp, et qui raconte l'histoire des crimes de l'Éventreur. Ben, toute l'histoire du scénario tourne autour de cette confrérie mystérieuse qui assassinait des prostituées pour préserver le secret royal. Okay. Mais le scénario, il faut l'avouer, là, on ne rentrera pas dans le détail, mais il y a toutes sortes d'éléments dans ce scénario-là qui ne tiennent pas la route une seconde. Okay. Mais c'est une histoire qui est amusante, c'est une histoire fantastique. Mais les crimes de l'Éventreur n'ont pas fait qu'amuser la galerie. Il y a, dans les hypothèses proposées, il y a Patricia Cornwell, une auteure populaire de romans policiers, qui, elle, s'est intéressée aussi à l'affaire de l'Éventreur, mais elle l'a pris très au sérieux. Elle aurait investi, dit-elle, 6 millions de dollars de ses argents personnels pour percer à jour l'identité de Jack l'Éventreur. Et encore là, je te fais grâce des détails, mais après avoir fouillé toutes sortes d'éléments, après avoir analysé toutes sortes de dossiers, elle arrive à la conclusion que l'assassin n'est nul autre que Walter Sickett, un peintre célèbre de Londres. Le même Walter Sickett, d'ailleurs, qui, dans mon hypothèse précédente, faisait partie de notre triade maçonnique. Donc là, il est récupéré, notre Walter Sickett, et là, il devient le tueur seul et solitaire qui va se faire connaître sous le nom de Jack l'Éventreur. C'est le méchant à toutes les sauces. Ouais, voilà. Mais encore une fois, je n'entrerai pas dans les détails, mais l'hypothèse proposée par Patricia Cornwell a été complètement mise à mal par les ripérologistes, les fameux spécialistes de Jack l'Éventreur. 6 millions de dollars plus tard. Ils ont analysé chacun des éléments en disant il n'y a absolument rien là-dedans qui tient la route. C'est à peu près n'importe quoi. L'Éventreur a également donné naissance à des hypothèses encore plus fantaisistes. L'une d'entre elles voudrait que les crimes aient été en fait des sacrifices humains. Parce que, bien sûr, il y a 5 victimes dans les rues de Londres. Alors, si tu regardes ces 5 victimes et tu les réunis entre elles, alors on va arriver à un pentagramme. Donc, ce fameux... mais si t'en as 3, ça fait un triangle. T'as tout compris. Si t'en as 4, ça fait un carré. C'est pas ça? Donc, à partir de 5 points, tu peux bien sûr décider à n'importe quelle sauce, tu vas décider, bien sûr, un pentagramme. Alors là, évidemment, si on a un pentagramme, il doit y avoir un occultiste derrière tout ça. Oui. Et à l'époque, dans les rues de Londres, il y avait un type qui s'appelait Rosalind Dawson. C'est monsieur avec le gros pinch qu'on a vu? Monsieur avec un gros pinch qui n'était pas le shotgun. Tu l'aimes beaucoup, ça. Et là, ce Rosalind Dawson était apparemment un ami d'Alistair Crowley, un individu très mystérieux, très occulte, en fait, l'un des pères de l'occultisme moderne, c'est Alistair Crowley. Donc, ce Rosalind Dawson était un ami de Crowley, et on dit que dans les cercles et les réunions, Rosalind Dawson aimait beaucoup parler des crimes de l'Éventreur, dont il parlait parfois avec moult détails. Alors, à partir de là, bien sûr, certains y ont vu visiblement l'assassin, ce Jack l'Éventreur, et en prenant les victimes, bien sûr, on dresse ce fameux pentagramme, et on arrive, voilà, c'était le crime de l'Éventreur. Bravo. Dans les autres hypothèses, on ne les passera pas tous, parce que, comme je t'ai dit, 300 livres, à peu près 200 suspects. Oui, puis je reçois du monde à Noël, si on avait finalement donc, l'une des histoires qui a fait beaucoup parler d'elle au cours des dernières années, on est au début des années 90, en 1992, il y a un type qui s'appelle Michael Barrett. Et Barrett dit avoir trouvé un journal qui serait le journal de l'Éventreur, qui éventuellement va donner naissance à un livre l'année suivante, The Diary of Jack the Ripper. L'histoire de Barrett est assez étonnante. Il dit « J'ai reçu d'un ami un journal. Je ne sais pas comment cet ami a obtenu le journal en question. Il me l'a donné et il est mort peu de temps après. Ah ben. Donc, j'hérite de ce fameux journal. Et dans ce journal, visiblement, l'auteur du journal dit être Jack l'Éventreur. Et avec toutes sortes de détails, il va raconter ses fameux crimes en disant « Voici, j'ai assassiné telle ou telle victime de telle ou de telle façon. » Alors évidemment, ça va donner naissance à un livre très populaire, le journal de Jack l'Éventreur. Le problème, c'est que peu de temps après la publication du livre, le fameux Michael Barrett va avouer qu'il a inventé toute cette histoire. Il y avait à l'époque, les gens qui nous regardent peut-être se rappellent-ils de ça, dans les années 90, il y avait eu cette histoire, ou dans les années 80, fin des années 80, début des années 90, il y a eu cette histoire où on avait trouvé apparemment le journal d'Hitler. Ça avait été publié dans un magazine allemand et ça avait fait couler énormément d'encre. Jusqu'à temps qu'on découvre que le journal d'Hitler était un faux. Et c'est cette histoire du journal d'Hitler qui a donné l'idée à Michael Barrett de créer le faux journal de Jack l'Éventreur. Donc, il est allé dans une sorte de marché aux puces, a trouvé un vieux journal écrit au 19e siècle par Monsieur Machin ou Madame Machin. Il a arraché les pages écrites,
Il y a de même, lui. Oui, il a gardé les... Donc, maintenant, il avait le papier. Il avait le livre, le papier en main. Il ne lui restait qu'à trouver une encre qu'il a fait à partir de ce qui était connu des encres du 19e siècle. Et ensuite, il a rédigé le journal de Jack l'Éventreur. Il avoue lui-même que c'était une fraude. Mais tu connais le reste de l'histoire. Michael Barrett est déménagé au Québec, est devenu Michel Barrett, humoriste, et a créé IA Tremblay. Tu connaissais pas la fin de l'histoire? Non, je connaissais pas cette version-là de l'histoire. donc, ce sont les histoires les plus populaires qui ont entouré l'histoire de Jack l'Éventreur. Mais bon, écoute... L'histoire de Jack l'Éventreur, je pourrais te dire, c'est un peu un chapeau. Tu mets à peu près tous les gens qui étaient bien connus à Londres à l'époque, au 19e siècle, mettre leur nom dans le chapeau, pige, et voilà. On a même accusé, par exemple, Lewis Carroll, l'auteur de Alice au Pays des Merveilles, d'être Jack l'Éventreur. On a accusé aussi ce Melville McNaughton, celui qui a écrit la fameuse note, avec les 3 suspects, qui était le chef du département des enquêtes criminelles. On l'a accusé, lui, d'être Jack l'Éventreur. Arrête d'en parler, ça pourrait jamais... ça pourrait t'arriver. Donc, tu vois, c'est en fait à peu près n'importe qui. À un moment donné, quelqu'un avait dit, je pense qu'il y a seulement Charlie Chaplin qui n'a pas été soupçonné d'être Jack l'Éventreur. Il faut dire qu'il avait 4 ans à l'époque. Mais bon, il y a quand même. Mais je pense qu'à peu près c'est ça. Je pense qu'il y avait seulement Charlie Chaplin qui n'a pas été suspecté d'être Jack l'Éventreur. Ce que tu me dis, donc, c'est qu'en 2015, en 2016, en fait, on ne sait toujours pas qui est Jack l'Éventreur. Je veux que tu me montres ça avant qu'on termine, s'il te plaît. Parce que quand on dit que tu as souvent accès à de vrais dossiers, ça, c'est à tomber sur le derrière. Si je m'en vais à Scotland Yard et que je demande, sortez-moi les archives de Jack l'Éventreur. C'est ça qui vont sortir. OK. Donc, ici, j'ai devant moi les fameuses archives de la police de Scotland Yard. Oui, les archives. Les archives de Jack l'Éventreur. C'est des documents qui sont absolument exceptionnels. Pour la plupart, ce sont des documents, on peut le voir, des documents qui sont manuscrits. Et ces documents-là, aujourd'hui, ont été transférés aux archives nationales à Londres. À l'époque, j'ai probablement été le premier journaliste étranger à avoir un accès intégral aux archives de la police et le premier journaliste également à avoir un accès, une copie des documents. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Les lettres, les rapports de police, les photos, des meurtres et tout? Voilà. D'ailleurs, tu vois ici, je t'ai sélectionné ici, on a la copie de la fameuse lettre à l'encre rouge. Oui. Donc, avant d'avoir cette copie, je ne disposais que de ce document. On a aussi un document ici fort intéressant qu'on voit. C'est le rapport d'autopsie des victimes et dans lequel le médecin dit les crimes de l'Éventreur ne disposaient d'aucune habilité médicale, quelle qu'elle soit. Et donc, on a tous ces documents. C'est assez amusant parce que je te ferai remarquer qu'ici, sur chacune des pages, il est écrit « Il est interdit de reproduire cette page ». Donc, quand ce sont eux, c'est la police de Scotland Yard qui ont reproduit chaque document, mais en précisant que je ne pouvais pas en faire de copie. Oui, je comprends. Je sais ce que je vais faire ce soir avec toi. On va jeter un œil là-dessus en défaisant le stock tranquillement. J'ai lu l'ensemble de ces documents. Il faut vraiment... C'est vraiment un travail de moine. Hein? Je sais que mes détracteurs ont souvent l'impression que je fais jamais rien, à part de chialer à la radio. Là. Mais c'est vraiment un travail de moine. Il faut lire... C'est manuscrits, ce sont des textes manuscrits. C'est bien avant l'invention de l'ordinateur et même de la dactylo. Donc, il faut vraiment déchiffrer cette écriture. Certains des documents ont été aussi très endommagés. Il y a eu des incendies à Scotland Yard, il y a eu des inondations. L'encre s'est parfois diluée dans le papier, rendant les documents illisibles. Mais ce que je peux te dire à la lecture de ces documents, c'est qu'il n'y a pas là-dedans le smoking gun. Hein? L'identité de Jack l'Éventreur, elle n'est pas là. Ce que l'on voit, c'est des documents qui parlent des crimes, comment les crimes ont été commis, comment ils ont été trouvés, les dépositions des témoins, beaucoup de spéculations de la part des policiers, mais jamais la moindre information qui aurait permis de trouver l'identité, de percer l'identité de Jack l'Éventreur. Donc, à moins de trouver quelque part le véritable journal de l'assassin, à moins de trouver une évidence, un document qui nous avait échappé, qui permettrait d'arriver à la conclusion d'établir l'identité de Jack l'Éventreur, j'ai l'impression qu'on ne trouvera jamais qui était Jack l'Éventreur. Effectivement. Et je ne crois pas, et ça c'est une opinion personnelle, mais je ne crois pas que Jack l'Éventreur ait jamais eu, jusqu'à maintenant, les honneurs de la presse. Je ne crois pas que Jack l'Éventreur était... On n'a jamais mis le doigt dessus. Non, je ne crois pas qu'il était Lewis Carroll. Je ne crois pas qu'il était Montague John Druitt. Je ne crois pas qu'il était le petit-fils de la reine Victoria. Tu comprends? Je crois que Jack l'Éventreur était, comme on dit, un nobody, un kidam, quelque part, qui vivait dans les rues de Whitechapel. Et il a arrêté ses crimes en 1888, à l'automne 1888, parce que ou bien il a été arrêté et envoyé en prison pour un autre crime, peut-être est-il mort aussi de sa belle mort. Et il a emporté avec lui le secret de sa terrible identité. Mon cher, merci beaucoup pour ces
12 heures maintenant de paranormal. Mais ça me fait plaisir. Ça a été une découverte. On se connaissait déjà un peu, mais on est devenus avec ça des amis. Et on a créé quelque chose qui ne va pas mourir. On vous remercie beaucoup de vos opinions, de vos commentaires, d'être là toutes les semaines. Et on vous invite à aller faire un tour sur Insolite Express pour suivre le restant, pour continuer à suivre l'actualité paranormale. Christian Page, merci beaucoup. Ça me fait plaisir, Éric. Bye tout le monde, bonne semaine. Bye bye.